Vient l'heure du débrief, mesdames et messieurs. Très content de vous retrouver. La Team Sparring Podcast est de retour pour le débrief donc de cette UFC 315 à Montréal, avec en headliner bien sûr Belal Mohamed contre Jack Della Maddalena pour la ceinture des moins de 77 kilos. J'espère que tout le monde va bien, évidemment. J'espère que on n'a pas trop la gueule de bois après le combat de Manon et surtout la défaite, parce qu'on reviendra bien sûr sur le déroulé du combat, ce qu'on en pense et tout, mais bon, ça reste encore une fois, malheureusement pour le MMA français, un échec au plus haut niveau, puisque bon, en dehors de Cyril qui avait gagné la ceinture intérim, malheureusement le MMA français n'a toujours pas de ceinture unifiée dans la plus grande des organisations. Ça pour bientôt peut-être, mais en tout cas, en l'état, malheureusement, ce n'est pas encore pour ce coup-ci. Encore une fois, j'espère que tout le monde va bien et c'est le moment pour moi de saluer mon fidèle parmi les fidèles. Nous ne sommes que deux aujourd'hui dans ce débrief de l'UFC 315 et c'est évidemment mon cher Lionel qui m'accompagne. Bonjour mon cher Lionel. Et bonjour mon cher Clément et merci. Ouais, c'est un podcast à l'ancienne. C'est vrai qu'on s'était habitué à être au moins 3, 4. Là, on retourne aux sources et l'histoire aurait été très belle de faire un podcast vintage pour fêter le premier titre Ouais. français à l'UFC. L'histoire en a décidé autrement. Mais les hipsters du Sparring Podcast vont nous envoyer des messages pour nous dire oh, c'est bien aussi. Évidemment, on embrasse Ori, on embrasse Edouard, évidemment, j'ai hâte qu'il nous retrouve, mais c'est bien aussi voilà, de retrouver cette petite safe place avec mon cher Lionel, avec qui c'est avec toi que j'ai le plus sparé en fait dans l'histoire du podcast. Donc évidemment, c'est toujours un plaisir. Et ben on passe tout de suite finalement sur notre retour sur cette UFC 315. Comme j'ai l'habitude de le faire, Lionel, je te lance tout de suite dessus, mais ton point de vue général sur cette carte à Montréal, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Bah écoute, on est un peu biaisé, je trouve, pour cette carte, comme dit en preview, parce qu'on était tellement émotionnellement investi dans le combat de Manon, forcément, que je suis pas sûr d'avoir une vision tout à fait juste de cette carte. Parce que j'ai lu des tas d'avis, ils disaient que c'était pas terrible ou quoi. Moi, j'ai trouvé la main carte pas si mal. Franchement, pas si mal. Les prélims, c'était nettement de ça, par contre. Voilà, vraiment. Moi, j'ai pas vu la carte en direct. Je l'ai vu tout à l'heure dans les conditions du direct, comme d'habitude. Mais rester éveillé en pleine nuit pour ça, pour les, pour les early et les prélims, j'aurais pas forcément apprécié. Donc, je vais dire, dans l'ensemble, c'était une carte. Honnêtement, je l'ai trouvée correcte. Correcte. Hmm. Surtout vu la mauvaise pub qu'on en a fait en preview avec une undercard et une carte préliminaire qui ne nous excitait que peu. Là, honnêtement, bon, il y a quand même des gros finishes. Il y a du highlight pour les communautés pervers du MMA. Il y a de la technique à certains moments. Il y a. Moi, ce que je ressors, on va en reparler tout à l'heure, mais ce que je ressors clairement, c'est les combats enfin les victoires du trio Barrio Yasudasvicius et Mike Malott, où par bribes, j'ai vu en le public canadien un public bouillonnant et la fête qui a été après consécutive aux victoires des uns et des autres m'a franchement fait kiffer. Aussi peut-être parce que j'étais au Centre Bell il y a quelques mois maintenant et aussi parce que je sais que Arnaud du Guillotine qu'on aime beaucoup était sur place. Peut-être aussi que j'étais un peu biaisé par ça, mais quoi qu'il en soit, comment dire, le bonheur qui a été celui du public après les victoires de ces trois combattants-là était très très sympa à écouter. Ouais, complètement. Oh, je pense que c'est pas que t'es pas fort. C'est peut-être biaisé, mais j'ai eu l'impression, notamment la victoire de Barrio, que c'était le Maracanã jour de match, toi. Vraiment, hein. Il y a eu une éruption. Ouais. Ouais, ça faisait plaisir. Voilà, ça faisait plaisir. Tu sens vraiment le public est là. Voilà, le public est Mm. là. Il n'y a pas de souci. Effectivement, on en profite pour faire un bisou à l'ami Arnaud, qui a bien dû en profiter. Qui vivait sa meilleure vie, je pense. On va commencer donc tout de suite notre retour et notre analyse sur cette UFC 315 et si on a vanté un peu les victoires des Canadiens, ça a un peu mal commencé pour notre patrie frère finalement, puisque Brad Katona s'est incliné par TKO dès tout début de la deuxième minute de combat contre Bekrat Almakhan, le Kazakh, Kazakhstanais, Kazakh, j'ai toujours des doutes, probablement que j'aurais pas de doute si j'avais dormi plus de 4 heures cette nuit, mais en tout cas, chez les Bantams, ça n'a pas duré très longtemps. Retour rapide sur ce combat-là, Lionel. On parlait de Division 2, Division 3, tu sais, dans le podcast en preview.
on a clairement une division d'écart entre les deux. Ouais, mais j'ai envie de te dire, le combat a duré tellement peu longtemps qu'en fait, tu peux difficilement en tirer un quelconque enseignement. Katona fait n'importe quoi sur la séquence qui le couche, il rentre vraiment menton à l'air, et la sanction est immédiate. Bim, uppercut, fin du fight. Mais si tu veux, pour moi, il n'avait même pas commencé, parce qu'il ne se passe rien avant ça. Donc voilà, c'est le Bah, genre de combat. Enfin, moi personnellement, j'ai presque rien à en dire. bah, il y a quand même une rapidité d'exécution qui est impressionnante du d'Almahan quand même, parce que chaque entrée, que ce soit sur juste le jab ou sur les one-two, ça allait beaucoup trop vite pour Katona et on l'a vu tout de suite. Donc je pense que lui-même, tu sais, il a eu cette prise de conscience un peu, tu sais, comme dans les animés où tu prends le premier coup et t'as un instantané où le mec remémore toute sa vie entière en se disant oh, mon Dieu, ça va être dur aujourd'hui, tu vois. Et je pense que Katona s'est très vite dit oh putain, je l'ai pas vu venir celle-là, oh la deuxième non plus. Et donc en fait, il s'est mis à tournoyer, à faire un peu ce qu'avait fait Feu Dominique Reyes contre Ryan Spann. Je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui m'a quasiment le plus marqué. C'est dans la dureté du début de combat, bah, t'as ceux qui savent un peu s'adapter, ceux qui écoutent les corners et ceux qui se disent bah vas-y, ça va bien finir par passer comme je l'ai déjà fait et qui en fait font n'importe quoi, ils se font coucher. Parce que juste avant le finish, une dizaine de secondes avant le finish, il y a déjà un uppercut d'Almaran qui passe. Et Katona le prend au même endroit. Et il se passe exactement la même séquence 10 secondes plus tard. Et c'est de l'argent au coffre pour lui, quoi. Donc oui, en effet, 1 minute 4, t'as pas une grosse base d'analyse, mais Almaran frappe vite, frappe fort. Et c'est intéressant à suivre. Et Katona est définitivement un combattant de deuxième division. On se rappelle, hein, il est déjà venu à l'UFC, il est reparti, il a fait 2 fois le tough. S'agirait de peut-être remettre en question même si je l'aime plutôt bien, tu vois, parce que c'est un combattant solide et tout, mais est-ce que vraiment il a sa place ici, tu vois? En tout cas, dans un roster d'une organisation qui ne mise pas sur la quantité mais sur la qualité, certainement pas. Oui, non, non, bah, tu as tout dit, mais bon, si on commence à parler de la quantité versus la qualité, le roster à l'UFC, c'est un débat en soi. Hmm. Mais peut-être que, alors je fais une toute petite aparté, mais comme le contrat avec ESPN prend fin et que, selon toute vraisemblance, ça va aller du côté de Netflix, si les exigences du diffuseur, du nouveau diffuseur sont moins élevées, on se rappelle que ESPN, il fallait qu'il y ait tant d'événements par an, et je crois que ça devait être 47, 48 48 semaines couvertes, un truc comme ça. Si Netflix te dit, nous, on veut 30 semaines, et bah, par effet de ruissellement, on risque d'avoir des rosters moins denses, donc ce serait pas plus mal. Absolument. Ah oui, non, non, oui, ça, ce serait absolument. Je crois que c'était 42 ou 44, effectivement, event. Ouais, c'était 44. C'était Voilà. 44. Donc, Ouais, tout à fait. effectivement, pour T'as l'UFC, la ça pause va. de Noël, t'as quelques semaines où ça combat pas, mais après, c'est plutôt dispersé. Voilà, c'est ça exactement. Donc c'est vrai, on répète très rapidement, pour l'UFC, ça leur faisait une manne financière garantie, 44 events, mais en contrepartie, il faut fournir des cartes, 44 cartes. Et c'est beaucoup trop de ce qu'on voit depuis quelque temps. Ouais. Tout à fait. On passe au combat suivant. Daniel Santos et Yang Lee chez les Feather. Ton retour, Lionel, sur ce combat-là, sachant que c'est un combat malheureusement que j'ai dû sauter, que je n'ai pas vu. Bah écoute, alors c'est un combat qui a été pas inintéressant parce qu'il y a eu une activité constante. Lin Jong-yong, c'est lui qui a démarré les hostilités. On sent qu'il était plus agressif, notamment au niveau du striking. Et de fait, il score un knockdown sur Daniel Santos assez tôt. Et en fait, c'est ce qui a paradoxalement réveillé Santos, qui à partir de là a pris la direction du combat et s'est montré supérieur en à peu près tout. Il a changé de niveau de manière assez habile. Il était en lutte, ça allait un petit peu au sol, il était plus proactif debout, si je puis dire. Et en fait, ça fait partie de ces combats où quand tu vois le résultat final des juges 30-27 x 3, ça paraît un peu injuste parce que le résultat en lui-même est correct parce que Santos prend les 3 rounds, mais si tu veux, il les prend, il ne les surdomine pas, tu vois. Le côté froid du scoring peut faire penser à une domination totale du début à la fin. Or non, c'était pas le cas. Santos était juste un petit peu au-dessus dans chacun des Hmm. compartiments et un petit peu plus actif. Donc combat pas désagréable, franchement, qui se regarde bien. Après, si tu le rattrapes jamais, tu perdras pas grand-chose non plus, tu vois. Mais j'avoue que
Je craignais pire, à l'image de beaucoup de ces combats de prélim. Voilà, c'est pas Ouais. inoubliable, mais c'était sympathique. Chute et boxe, le saut est à imprimer aussi. On l'avait dit en preview, c'était un combat qui promettait beaucoup entre le style très délié de Lee et le label Chute et boxe pour Daniel Santos. Ce qui aurait rendu le combat horrible, ça aurait été qu'en fait le pourcentage de réussite en striking soit sous le niveau de la mer. Mais sinon, t'avais la garantie d'au moins d'avoir deux mecs qui allaient quand même se rentrer dedans. Ouais, mais même ça n'a pas été trop bourrin. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été même Hmm, plus technique qu'on pouvait le craindre. C'était hmm. des échanges assez fluides. C'est franchement agréable à regarder. Et puisque tu cites la shoot et box, ça m'a traversé l'esprit un moment pendant le combat. Le Santos, il avait un sacré cardio. Voilà, Ouais, on sait que voilà, les Brésiliens, j'ai l'impression que c'est soit tout, soit rien. Soit ils n'ont pas de cardio du tout, soit ils en ont un ça, c'est illimité. clair. Soit ils ont un round, soit ils en ont neuf, quoi. Voilà, exactement. Lui, c'était plutôt la seconde option. Et bah ok, bah très bien en tout cas. Chez les moins de 84, on parlait de Marc-André Barrios tout à l'heure, bah vous allez, si vous n'avez pas vu le combat et que vous n'avez pas vu le résultat, évidemment, vous allez vite comprendre que c'est le Canadien qui l'a emporté, Marc-André Barrios contre Bruno Silva chez les moins de 84 donc. Et ça n'a duré qu'une minute 27, une minute 27 de lente agonie pour ce qui est aujourd'hui le fantôme de Bruno Silva. On est tellement loin du Bruno Silva, même en fait du combat contre Alex Pereira, tu vois. On est même très loin aujourd'hui du Bruno Silva contre Sharapoutin Magomedov. Hmm. Je l'ai trouvé. Alors c'est encore une fois l'échantillon est court, hein, mais je l'ai trouvé plutôt lent, pas dans la shape de sa vie. À part une séquence de Muay où il vient attraper la tête de Barrio et qu'il envoie un bon genou, il perd tous les échanges debout. Et puis, moi, j'avais pas souvenir, pour tout vous dire, j'avais pas souvenir que le combat avait été aussi court. Et quand Barrio rentre dans le clinch, je commence à voir, il y a un premier coude qui passe, et je me dis, ah ouais, bon bah dans la prochaine phase de clinch, qui je pense est la dernière, en fait, on voit d'ores et déjà que dès les premiers échanges en clinch, Bruno Silva a pas les aptitudes et prend déjà des dommages importants. Ah bah, le premier coude, il a précédé le deuxième peut-être 7-8 secondes plus tard et l'annihilation est rare. J'ai rarement vu aussi brutal, quoi. Enfin, le deuxième coup de coude, quand tu vois l'état de mort dans lequel se trouve Bruno Silva pendant de longues minutes, moi j'ai été voir vite fait sur Twitter pendant la soirée, t'as des gens qui pensaient vraiment que le mec était mort, quoi, quasiment. Enfin, il est complètement inerte pendant de longues minutes, quoi, Bruno Silva. Donc, avant de revenir sur ce truc un peu traumatique, peut-être, tu veux revenir toi sur ces 1 minute 27 de combat, Lionel? On craignait un combat long et chiant, finalement, bon bah, t'as Ah été ouais, rapide et. et brutal, ouais. Et spectaculaire. Non, non, tu as absolument tout dit. Ça s'est déroulé exactement de la meilleure façon que ça pouvait se dérouler. Voilà, c'est-à-dire la violence pure, et Sauf ça, pour Silva, quoi. voilà, bien sûr, et ça dure pas longtemps. Voilà. Et en plus, très rapidement, pour appuyer ce que tu as dit, on a très vite senti de quel côté ça allait basculer. Vraiment, hein, très rapidement, dès que Barrios s'est Ouais, mis, comme tu dis, il a pris un coup peut-être, deux grand maximum, mais dès qu'il s'est mis en marche, c'était terminé, quoi. Et le coup qui met KO Silva est d'autant plus spectaculaire que la manière dont c'est filmé, moi j'ai pas vu tout de suite que c'était un coude. Et il est tombé de manière tellement soudaine que j'ai cru que c'était un coup de genou au début, tu sais, tellement ah ça ouais. l'a séché. Séché. J'ai rarement vu des coudes qui soient aussi terminaux, si je puis dire, tu vois, parce que Mm. vraiment, tu sens que ça l'a vraiment entamé, quoi. Donc, c'était vraiment, on aurait dit de l'UFC, du MMA à l'ancienne, tu sais. Tout Ouais. pour la brutalité. On se protège pas et on y va. Donc, qui a eu l'air, ceci dit, de faire, voilà, on se répète, mais plaisir à la foule environnante. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, j'ai eu assez peur pour Bruno Silva. Surtout, voilà, tu vois quand même sortir sur civière avec comment ça s'appelle déjà, pas une minerve, mais vraiment toute Mm. une structure autour de la tête pour surtout pas qu'il bouge. Et ça tranchait vraiment avec les larmes d'un Marc-André Barrios que tu sentais tellement soulagé, en fait, d'avoir gagné devant son public. Il a quand même pas, il est quand même pas passé par dans la cage, en tout cas, il est quand même pas passé par des grands moments sur ses derniers combats et sur ces 2-3 dernières années. Euh, j'ai presque envie de te dire que c'est le plus gros accomplissement de sa carrière qu'il a fait hier, de gagner chez lui de cette manière-là.
Oui, 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 ah bah, oui, 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 sur un numéroté qui plus est, absolument. Hmm. Allez, on passe à non, on sort de l'undercard pour rentrer dans les prélims avec Navajo Stirling contre Ivan Arslan et c'était un peu des trucs. On avait un peu râlé là-dessus sur la preview parce que nous en tout cas, on existe aussi par le fait de vouloir présenter des jeunes combattants et des combattantes qui ont du talent, qui ont faim et qui ont des aptitudes. Il en manquait clairement hier. Navajo Stirling faisant quasiment office de seul, tu vois, combattant, on va dire de moins de 30 ans, talentueux, quoi, ou en tout cas sur le papier talentueux, un combattant qui n'avait pas perdu et tout ça, machin. Qu'est-ce que ça a donné contre Ivan Erslan? Moi j'avais dit en prévu que c'était quand même un mec qui semblait plutôt durable, frustre comment dire, ouais, pas très armé stylistiquement, esthétiquement, mais qui était au moins dur au mal et qui avait quand même du cardio. Quelle est la direction qu'a pris ce combat-là? De ce que j'ai vu, Stirling l'a quand même un peu saoulé et noyé de coups. Alors, c'est le combat qui m'a le moins intéressé de l'entière Ah, carte. Mais même, enfin, je me montre un peu injuste en disant ça parce que c'est paradoxalement un combat qui est resté actif pendant les 3 rounds, si tu veux. Il y a eu du mouvement pendant les 3 rounds. Ça a été un combat de quasi exclusivement de striking. Un striking pas laid, relativement technique dans la mesure de leurs moyens, mais il n'y avait pas d'intensité. Tu vois, il y a des combats comme ça qui t'ennuient, où tu n'as pas l'étincelle. Et là, je vais pas jusqu'à aller dire que ça ressemblait plus à un sparring appuyé, tu sais, mais à hmm, aucun moment tu as eu l'impression qu'il y en a un qui a voulu accélérer, qui a voulu appuyer ses coups, qui a voulu rentrer dans la violence, tu vois. Non, non, ça a été des échanges euh, non-stop, certes, mais sans, sans piment. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, sans ok. piment. À ce jeu-là, Sterling l'emporte. Mais honnêtement, pour être honnête, c'est un combat, je l'ai vu tout à l'heure, j'en ai déjà oublié la moitié. Tu vois, tellement il n'y a pas eu d'éclat. Comme on dit à chaque débrief, il y a des combats qu'on vous conseille. Celui-ci, je ne le conseille à personne. Il n'était pas horrible, hein, j'ai vu pire. Mais ce qui est peut-être pire encore qu'un mauvais combat, c'est que je n'en ai rien retenu. Hmm. Rien. Pourtant, tu vois, visiblement, il y a quand même un knockdown scoré par Stirling. Il y a un très net avantage de coups significatifs portés. Pour que je fasse un petit point stat, c'est dire à quel point c'est représentatif, puisqu'il y a 110 frappes significatives scorées par Stirling contre seulement 36 pour Arslan. Donc moi, tu vois, et en plus, visiblement, 3 takedowns scorés par le Néo-Zélandais. Je dis, quand tu prends les trois catégories statistiques, entre le knockdown, les frappes significatives et les knockdowns, et les takedowns, tu te dis que finalement le combat n'a eu qu'une seule direction, celle du Néo-Zélandais, tu vois. Donc ça me surprend, tu vois, que finalement il n'y ait pas tant de choses à retenir. Ah ouais, non, non, franchement, après, si tu veux, par acquis de conscience et professionnalisme, tu t'enlèves encore des heures de sommeil et tu vas le regarder, mais honnêtement, je ne te le conseille pas. Parce que, Ok. parce Je que tu vais- vois, il te fait le 29-28 fois 3, je trouve, est assez représentatif du fight. Parce que, contrairement à ce que peuvent dire les statistiques, moi, j'ai pas vu un Sterling rouler sur son adversaire. Tu vois, Hmm. Non mais comme quoi, définitivement les stats c'est de la merde. C'est là, les stats sont tellement peu représentatifs de ce que tu me disais que je voulais juste te relancer là-dessus. Mais en effet, bon bah si ça a pris cette direction-là, ça a pris cette direction-là et tant mieux. Modestas Bukoshkas contre Yon Kutelaba. Victoire de Modestas Bukoshkas donc par split decision. J'ai l'impression que il y avait Ori et moi en preview qui disaient Bukoshkas va rouler sur Kutelaba. Toi t'étais là. N'oubliez pas que Kutelaba c'est certes un combattant très moyen, voire faible, mais que bah, il arrive toujours à gagner des combats. J'ai l'impression que le destin était pile entre nous deux, enfin entre nous trois en l'occurrence, parce que franchement quand tu vois le combat. Bah, tu te dis que c'est presque, tu vois, j'ai presque envie de dire que dans un monde normal, coûter la balle prend. Parce que tu peux donner les deux premiers rounds aux Moldaves. Ah, mais complètement. Ah, mais c'était un combat. Alors, je l'ai pas trouvé excessivement meilleur que le précédent, mais au moins, il y avait de l'engagement et de l'incertitude dans celui-ci. Tu vois, Bah, écoutez là-bas, de toute façon. voilà, exactement, ce qui éveille l'intérêt. Et ouais, écoutez, là-bas m'a surpris parce qu'il a été un peu plus actif que je pensais. Et par contre, il aurait
peut-être pu l'emporter. Alors, un juge lui donne 30-27, hein. Bon, faut pas non plus exagérer. Les scorings sont assez curieux. Mais par contre, j'ai pas apprécié le fait que l'arbitre les sépare plusieurs fois. Tu vois, quand ils étaient en. Là-bas était en catch control. Et clairement, l'arbitre, alors que pourtant ça durait pas très longtemps, on a vu des phases où il se passait moins de choses être laissées par d'autres. Donc là, c'est vraiment à l'appréciation du troisième homme. Et le fait que l'arbitre les coupe dans leur élan, ça a désavantagé là-bas qui clairement changeait de niveau à bon escient, je trouve. Je trouve qu'il a fait un combat qui était relativement euh, Ouais, ouais, non, intelligent, relativement tactique. Tu vois, il a réussi à museler Baokouskas de manière assez pertinente. Et honnêtement, tu lui donnes le fight à la fin, je suis pas du tout choqué. Je moi suis non pas du plus. tout choqué. Tout à fait. Ouais. C'est pas la première fois que Big Dan et Mark Smith, notamment, je pense Mm, à l'arbitre Mark Smith aussi, des arbitres qui sont beaucoup moins tolérants vis-à-vis du cage ouais, control que ne peut l'être par exemple un Marc Goddard, tu vois. tout à fait, Ou absolument. même comment il s'appelle, notre cher Dre 2, Erdin. Erdine, absolument, Erdin. absolument. Pour le coup, eux sont beaucoup plus tolérants. Mais c'est vrai que Big Dan et Mark Smith, souvent, dès qu'il y a du cage control qui dépasse 30 secondes, ils sont là, allez, tu sais, ils se tapent dans les mains et puis après ils te sortent direct de l'étreinte, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, ça a vraiment désavantagé Coûté là-bas, qui, moi non plus, a pas fait un cage control qui m'a saoulé, quoi, tu vois. J'ai pas trouvé ça non plus trop long, trop chiant. Je suis d'accord avec toi. Ouais, non, non, complètement. Et c'était un combat qui m'a. Honnêtement, j'en attendais bien pire en fait. Voilà, pour tout te dire. Donc Ouais, carrément. je l'ai trouvé relativement distrayant eu égard au niveau des deux. Carrément. Victoire donc hein, du Lituanien d'une courte tête. Bon là pour le coup il n'y a pas eu besoin des juges pour le prochain combat puisque Yasmine Yasudavicius a battu à plate couture une Jessica Andrade qui se rapproche un peu plus de la retraite. Première chose qui m'a énervé, le classement d'Andrade qui était cinquième tout au long de la semaine et qui sur le synthé de l'UFC au moment du combat est septième. Donc bah, moi ça me saoule, voilà. Enfin je le dis parce que peut-être je suis un petit peu, je pinaille, mais ça me saoule. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. En dehors de ça, on est sur. Est-ce que tu vois, il y a le mot masterclass, machin truc. Est-ce qu'on est vraiment sur un blueprint de Yasmine selon toi? Je sais à peu près ce que tu vas dire. Donc je te laisse dire ce que tu vas dire et puis Ah, peut-être que je pondérerai ensuite parce que je pense que tu vas tirer sur Andrade, je pense. ouais, non, j'ai pas envie de tirer sur elle, j'ai pas envie d'être méchant, mais juste, elle y est juste plus du tout. Elle y est plus du Ouais. tout. Elle, elle a quoi? Elle a été active pendant les 30 premières secondes. Et dès que Jasmine s'est mis en marche, Andrade, elle a rendu les armes, tu vois, de manière. Je dis ça avec tout le respect. Je suis jamais rentré dans une cage et jamais je dirais que quelqu'un quitte, mais elle y est plus. Elle a juste plus ça en elle. On disait déjà en preview, enfin on se demandait si elle combattait vraiment pour les bonnes raisons, et c'était une question un peu rhétorique. Et là, clairement, on a eu la réponse. On a eu de nouveaux éléments de réponse. Elle n'y est juste plus. Elle n'y est plus, c'est tout. Elle a plus ça en elle. Elle a plus d'envie. Elle a plus d'envie. Physiquement, elle est toujours, tu sens qu'elle s'entraîne toujours, elle est affûtée, c'est pas le souci. Mais la flamme, clairement, n'y est plus. N'y est plus. Moi, je l'ai trouvé un peu moins affûté que d'habitude, justement. C'est possible. Ça m'a pas frappé si tu veux, Mm. mais si tu veux, mais tellement, elle est tellement vite sortie de son fight que de fight, de fait, il y en a même pas eu. Il y en a pas eu. Ouais. Là vraiment, tu sais, je me suis dit, bon là, il se serait vraiment temps, si elle en a la possibilité, qu'elle commence à se poser les bonnes questions. Vraiment, vraiment. Mm. Est-ce qu'elle a la possibilité de se les poser les bonnes questions avec Oui, ce qu'on évoquait, son absolument. passif? Ça se trouve, les choses se sont réglées et on s'inquiète de rien, hein, mais bon, c'est vrai que c'est possible qu'on soit encore là-dedans. Elle envoyait bien les low kicks en début de combat, mais Yasudavicius contrait, ce que beaucoup font maintenant aujourd'hui, hein. Pour contrer le low kick extérieur, tu rentres avec ton bras arrière tout de suite en contre sur un angle fermé et tu fais des dégâts comme ça, surtout avec un combattant qui n'a plus qu'un appui au sol, donc qui peut facilement perdre l'équilibre. Bah, Yasmine l'a fait avec une puissance plutôt modérée. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé son combat. J'ai trouvé qu'elle avait été patiente au sol. On a vite vu qu'elle voulait travailler sur l'étranglement arrière.
elle le valide à sa deuxième tentative. Si c'était pas ça, de toute façon, je pense que ça aurait été une victoire par TKO parce que dans la position qu'avait Andrade, c'est-à-dire complètement couché sur le ventre, avec Yasudavicius au-dessus, il suffisait juste qu'elle envoie des crochets au visage et l'arbitre aurait arrêté le combat. C'était qu'une question de seconde, quoi qu'il arrive. Donc oui, en effet, quand elle a verrouillé l'étranglement arrière, Andrade a vite tapé. Euh, mais bon, voilà, tant mieux pour le public canadien, encore une fois, tant mieux pour Yasmine, 5 victoires consécutives, c'est trop cool, on l'aime bien. Le seul truc qui m'embête, c'est elle est 36 ans en fait. Hmm. J'aurais bien aimé, tu vois, la voir plus jeune, arriver dans le top 5, je ferrailler encore un peu et aller au titre si elle en avait la possibilité, tu vois. Mais là, l'âge va peut-être malheureusement la rattraper, tu vois, à l'instar d'une Marina Rodriguez ou d'autres qui ont atteint des hautes sphères, malgré tout avec un âge assez avancé. Oui, mais en même temps, Jasmine, moi je l'aime beaucoup, hein, comme toi, mais elle a aussi montré ses limites en quelques occasions aussi. Donc, je ne je sais pas. Écoute, À elle a voir. gagné, voilà, à voir, on verra la suite. Combat suivant, mon cher Lionel, et là c'est un peu le frisson parce que au-delà du combat, c'était pas qu'un combat dans la cage, c'était aussi un combat presque politique, presque identitaire, tu vois, entre Mike Malott et Charles Radke chez les welterweight. Victoire de Mike Malott après 26 fucking secondes dans le deuxième round. Donald Trump voulait annexer le Canada pour en faire le 51e État. Bah là, j'ai envie de te dire que c'est un peu le Canada qui a annexé l'Amérique patriotique, patriotico-dégueulasse. Ouais, mais pourtant ça avait mal commencé, hein. Oh. Moi j'étais en train de Ah, prendre c'est du des. Donald Trump tout craché, ça fait beaucoup de bruit au début, puis au final, après, ça s'arrête, hein. Mais non, mais moi j'avais commencé, je prenais des notes mentales pendant le premier round et Radke, je vais pas dire qu'il lui roulait dessus, mais c'était quand même pas loin. On n'était pas loin de la démonstration. Et Malotte, j'étais en train de me dire, bon ben Malotte est un peu comme on l'avait hélas dit en preview, comme on l'avait pressenti, c'est-à-dire pas au niveau en fait, juste pas au niveau, juste. Et puis arrive ce coup du round 2, mais si tu veux, et là on a basculé, là tous les clichés journalistiques les plus éculés me sont venus en tête, tu sais, du style un coup peut tout changer, une seconde d'inattention et tout bascule, parce Il que a fait preuve de lucidité. c'est ça, voilà, exactement, tu vois, parce que tellement Radke, il prend le round 1, mais pour moi, mais il le survole, il se fait Ah, je suis contrer. pas tant d'accord, mais c'est pas grave. Ah bon? À quel Ouais, niveau? non, moi j'ai trouvé quand même que l'agressivité de Mal. En fait, ce que tu dis, moi je le ressens surtout au début de fight, où Radke finalement dans la continuité de sa fight week jouait quasiment une épreuve mentale, tu vois, avec Malot de dire je vais te marcher dessus, de toute façon tu vas rien pouvoir faire. J'ai trouvé avec la qualité des déplacements, la qualité en contre, j'ai trouvé quand même que Malot, plus ça allait, plus il trouvait quand même son rythme. D'accord. Euh, je, moi, par exemple, tu vois, la fin du round, à l'inter-round, moi, je me dis que Malot prend le round, hein. Ah oui? Ah Ça dépend d'accord. comment, en fait, ça dépend comment tu te positionnes. Ça dépend ce qui te marque le plus. Mais moi, j'avais vraiment l'impression qu'à la fin du premier round, Mike Malott était en train de construire quelque chose. Alors, c'est très facile de le dire avec le début du round 2, mais quand tu prends par exemple la dernière minute 30, les deux dernières minutes du round 1, je suis pas ultra choqué qu'il y ait le chaos après, tu vois. Parce que pour moi, ça s'inscrit dans une forme de continuité. D'accord. À moi, bah, c'était vraiment totalement le contraire. Moi, ça a été, pour Il faut moi, creuser les Radke, scorecards. ouais, pour moi, Radke prend vraiment le round 1 et la suite du combat s'annonçait pas fun pour Malotte. Et pour moi, le chaos, je vais pas dire que c'est inespéré, mais c'est vraiment le retournement de situation par excellence. Ok. Je vais essayer pendant que tu parles, j'essaye de regarder j'essaye de trouver la scorecard Ah bah, de cette soirée-là je fais pour exactement la essayer de même chose. voir, où est comment dire la véracité. Ouais, Et on absolument. a, eh ben, tu vois, 3 rounds à 0 pour Mike Malott. Ça alors. Bah écoute, Mike Bell, Chris Lee et Pascale et Procopio donnent tous les trois le round à Mike Malott. ah bah écoute, je ne pourrais pas Mais être parce que journée. je pense qu'ils ont la même grille, enfin, faut voir, mais je pense qu'ils ont un peu cette même grille de lecture de petit à petit, Mike Malott est en train de construire quelque chose. Moi, je trouvais qu'il était bon dans le contre, par exemple, et que mine de rien, Radke avait aussi peut-être un peu baissé d'intensité, peut-être péché par orgueil au début, et puis ensuite, tu vois, lentement montrer
une infériorité technique dans la poche. Je trouvais Mike Malott plutôt bon au fil du round. Et je te dis, moi, pour moi, vraiment, le début de round 2 et le chaos sont vraiment une continuité, quoi. Donc bon, après, voilà. Après, par contre, le ground and pound de Malott, alors je sais pas du coup s'il a pas vengé toute une patrie, mais le ground and pound, une fois qu'il y a le knockdown, mon Dieu, oh la violence, oh, les coups de coude et tout qui partent, fou. Ah bah après c'était le oui non après il l'a achevé mais ou bien euh, possibilité non négligeable les trois juges sont comme toi des anti-Trump primaires. Peut-être, peut-être. Ah bah là, c'est sûr qu'il n'allait pas pouvoir faire sa parade, Dana White, avec son ami. C'est pas. Ah difficilement et on fait Quelle un tristesse, franchement. Qu'est-ce que j'avais envie de voir Marco Rubio et Elon Musk derrière Trump quand même. Qu'est-ce que j'en avais envie. on fait un bisou à Joe Rogan qui n'a pas fait le déplacement au Québec. Pour cause de problèmes personnels. Oui, oui, oui. Problème idéologique personnel. Surtout qu'en plus, alors je fais une petite parenthèse, mais surtout que le nouveau Premier ministre canadien était à Washington en début de semaine et il s'est pas du tout laissé faire. Tu sais, dans la Maison Blanche, t'as des scènes d'échanges et de discussions qui sont filmées quand ils sont Mm. tous les deux sur leur fauteuil, là, avec la fameuse séquence avec Zelensky qui est devenu un triste jour pour l'histoire des peuples. Et pour le coup, tu vois, le Premier ministre canadien, j'ai bouffé son nom là, mais ça m'ennuie un peu. Mais il s'est pas du tout laissé faire après les missiles qu'il avait mis à Trump après son élection. Ils ont notamment remporté les législatives au Canada, son parti, des libéraux. Et en plus de ça, il a un bon phrasé. Il parle bien. Donc Mm. il n'est pas du tout dans l'agressivité, mais tu vois, il a la bonne punchline et tout. Donc en effet, c'est possible que par souci de solidarité, notre cher chauve stéroïdé ait décidé de laisser l'autre chauve stéroïdé venir seul. En l'occurrence, tonton Dana. On les embrasse tous. Ah, Ils mais aiment ça. absolument. C'est que de l'amour. Ah bah évidemment, évidemment, évidemment. Comme diraient les humoristes quand ils font des sketchs, tu sais, sur des artistes et tout, il dit je ferais pas de vannes si je les aimais pas, bah nous c'est pareil. Quelque part peut-être qu'on les aime bien, on sait pas. En tout cas, on va glisser vers la main card de cette UFC 315 après cette petite digression politico-culturelle. Et ben, on va tout de suite venir sur le combat de notre Frenchie. Benoît Saint-Denis qui est de retour dans la cage face à Kyle Prepolek, avec derrière lui tout un tas de nouvelles choses, un nouvel environnement, un nouveau coach, Nicolas Haute, des déplacements de Bayonne à Paris. On garde la famille et on va de temps en temps dans la capitale pour travailler au Venom ou au Mamoudi Gym avec ce qui est l'entraîneur le plus hype du moment. Et un des meilleurs entraîneurs français de surcroît, d'ailleurs, qui est vraiment en train de construire quelque chose de très positif, je pense, dans le MMA français. Et il avait donc face à lui non pas Joël Alvarez, mais Kyle Prepolek, un transfuge de l'UFC, hein, qui a été coupé entre temps, qui était passé par le Bellator, qui avait jamais été mis KO en carrière, qui était sur une série intéressante, qui devait combattre ce week-end-là. Bref, tout ça avait déjà été contextualisé. Euh, on a eu deux Benoît dans ce combat-là. On a eu un premier round de Benoît très méthodique, très calculateur, très dans la patience. Et on a un deuxième round où bah, BSD a fait valser le château de cartes et est redevenu BSD, le BSD War 1, on va dire. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance, mon cher Lionel? La tribune est à toi dans Sparring. Bah écoute, performance. Moi j'ai surtout trouvé Prépolek. Il a pris sa chance. Grand bien lui en face, mais j'ai trouvé que Courageux le bonhomme, hein. l'écart de niveau était beaucoup trop important, tu vois, pour qu'on puisse en dire, en tirer les leçons de quoi que ce soit, quoi. Tellement c'était. Et je pense que euh, tu parles de cette différence d'attitude de BSD, mais je crois surtout qu'après le premier round, il a surtout vu qu'il était tellement à l'aise qu'il pouvait se permettre n'importe quoi. Ouais. Tu vois. Mm. Parce que j'imagine, je vais te redonner la parole, que tu vas peut-être, t'es pas forcément justement d'accord avec l'attitude, mais pour le coup, il y avait tellement aucun danger que je pense qu'il s'est permis de faire ce qu'il a fait ensuite, tu vois. Parce que le round 1, mais
il le piétine, enfin, il fait ce qu'il veut. Et même moi, j'ai même que Prépolek survive au round 1, pour moi, c'est limite petite victoire en soi pour lui, tu vois, À la limite, tellement c'est ça qui lui c'était donne ça lui offre un contrat, limite, j'ai envie de te dire. limite, limite, ouais, 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 ouais. Au moins un deuxième combat, voilà, pour dire Ouais. tu as réussi, tu as fait le show, mais sinon, bah, comme prévu, enfin moi j'en retire quasi rien de ce combat en fait, du côté de BSD. Bah, en fait, si, il y a des trucs à retenir parce que c'est l'acte 1 de Saint-Denis Oui, Hot. mm, oui, oui. Et on peut pas négliger Non, bien le sûr, fait bien que. sûr. Enfin, il y a des choses à retenir, tu vois, de ce combat-là. Vas-y, je te laisse continuer. Non, 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 c'est ce que j'allais te dire. Non, non, je vais te redonner la parole parce que il s'est remis dans la case des victoires. Euh, j'ai bien aimé ce qu'il a fait, si tu veux, mais bon, j'attends maintenant de le voir contre adversité plus relevée et plus légitime. Voilà, Hmm. c'est sans pour autant vouloir après Paulette, encore une fois, c'est comme ça. Voilà, ça s'est passé comme Ouais, ça. bah, de toute façon, tu vas pas devenir, tu vas pas passer de Kyle Prepolek à Arman Saroukian en 5 jours. C'est évident. Moi, je lui dis merci d'avoir pris ce short notice. Merci d'avoir permis à Benoît de combattre. Et franchement, respect éternel, quoi. Enfin, moi, même avec 6 mois de camp, je monte jamais dans la cage contre BSD. Donc, que lui, il monte en 5 jours, on n'est pas fait du même bois, hein, c'est clair. Donc, ouais, moi, ce que j'ai à dire de ce combat-là, c'est que finalement, c'est Benoît était tellement au-dessus, était tellement largement au-dessus même, que je trouve presque il a été presque trop protagoniste dans ce combat-là. Tu vois, je l'ai trouvé en fait presque trop sérieux dans le round 1, trop à vouloir faire plaisir à Hot, tu vois, dans un truc finalement un round de construction, tu vois, de prise de confiance, de prise de conscience de l'adversaire et de l'adversité qu'il avait en face de lui. Un BSD presque au plus que parfait. Chose qu'on n'avait jamais vu de BSD parce que c'était toujours le guerrier, le bagarreur. J'accepte d'en prendre une pour t'en mettre trois. De toute façon, je ferai plus fort dans la poche. Tu peux pas rester avec moi, j'ai du cardio, machin truc. Donc, la première révolution, elle était là. Et puis à ce deuxième round, où à l'inter-round, tu as Nicolas Haute qui lui dit continue, c'est bien, continue d'aller chercher la lutte, envoie du middle. Je sais plus trop ce qu'il lui dit, mais bah, comme contre Nassour et comme contre tous les autres, il parle calmement, il parle distinctement, il donne des conseils efficaces, il n'y a pas de fioriture, il y a de l'efficacité dans le propos. Et moi, le problème que j'ai avec ça, bah, c'est que BSD, il en a rien à foutre en fait. Il y va, il se lance, et d'ailleurs il en fait l'aveu tout de suite au micro de Daniel Cormier après, parce qu'il dit j'ai voulu faire plaisir à mon coach, et après j'ai réveillé l'animal. Mm. Moi j'aime pas trop en fait. J'aime pas trop parce que ça jette un discrédit, tu vois, sur le coaching quasiment. Je sais pas, on est à l'acte 1 de la construction du truc, ça va être une pyramide et ça va bien se passer. J'ai aucun doute là-dessus. Mais moi je suis coach, tu viens vers moi parce que tu as fait des erreurs dans le passé et tu les assumes et ça c'est super. Tu es un combattant de très haut niveau mais tu es imparfait. On l'a vu contre Dustin et on l'a vu contre Moïcano. Tu as un style qui fait que tu ne peux être qu'imparfait. Tu fais ce choix-là, donc de faire Bayonne, Paris, Paris, Bayonne, Bayonne, Paris, etc., etc. Très bien. Tu dédies donc du temps à un nouveau coach. Et moi, je suis ce coach-là, premier round, tu m'écoutes, tu fais les choses très méthodiquement, tu fais les choses finalement très proprement. Et au deuxième round, je te parle, à l'inter-round, je te parle, et au deuxième round, tu n'en as rien à foutre et tu y vas à la guerre. En tant que coach, je me sentirais pas hyper ok avec ce truc-là. Mais d'un autre côté, une fois que je dis ça, une fois que je mets ça en perspective, euh, je vais citer Laurent Sierra, d'un dauphin t'en fais pas un requin, et là à l'inverse, d'un requin t'en fais pas un dauphin. C'est un truc qui va se construire. Et la propreté avec BSD, on verra quand il arrêtera sa carrière si c'était quelque chose qui il pouvait vraiment devenir propre. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Le fait est qu'au premier round, donc, en tout cas dans les deux configurations, il roule sur Prepolek. Bon voilà, au final, que tu vois ça du côté Hot ou que tu vois ça du côté BSD, bah, les deux finalement sortent grandis de cette histoire-là.
Il y a encore beaucoup de choses, je pense, dans la filiation et dans le rapport entre les deux qui sont à construire. Pour l'instant, bah, le fait est que ça se passe bien. Mais j'ai quand même, putain, une petite pointe d'amertume de me dire, putain, il fait tout ça, il fait de la com, il parle super bien et tout, pour au final en avoir rien à foutre des conseils au round 2 et aller lui rouler dessus. Bon, il y a le finish, très bien. J'ai juste, en fait, je me projette juste et j'ai peur que à l'échelon Gamrot, à l'échelon Geji ou à l'échelon Sarukian, pour aller au plus haut, euh, bah, ce soit presque rédhibitoire d'avoir, tu vois, une scission au moment du combat qui se fait entre les deux. Peut-être j'en fais trop, hein, mais c'est mon ressenti, donc voilà. Non, non, bien sûr, mais tout ce que tes interrogations sont légitimes, totalement, mais après tu apportes toi-même certaines des réponses à tes questions. Tu vois, comme tu dis, effectivement, c'était leur premier combat ensemble, ça se travaille sur la longueur. BSD, bah, son essence, c'est l'agression, donc il a ça en lui, donc ça restera toujours là, et il y aura forcément des moments, des combats où ça ressurgira, mais ça se travaille, et j'imagine qu'avec Hot est très intelligent, il sait que ça va être sur la longueur, et si jamais ça doit arriver, il vaut mieux que ça arrive devant Prepolek que devant un Gaiji, Bah oui, évidemment. donc, à la limite, peut-être un mal pour un bien de ce point de vue-là. Et encore une fois, je pense qu'il se sentait tellement sécure Ouais. après son premier round qu'il a pu, qu'il a pu se l'autoriser. Tu vois, Je voilà. suis d'accord avec Donc, toi. Et c'était. je veux bien insister sur quelque chose. Je suis pas sur un avis définitif, je suis sur des questionnements. Bien sûr. Parce Non, non, que, mais bien parce que sûr. tirer des conclusions maintenant, ce serait trop hâtif et trop à charge. Je m'interroge. Je pense qu'on est en droit de s'interroger après ce combat-là. Mais parce qu'on pense à l'avenir, parce que finalement, Prépolex, c'est un. Si on veut parler d'obstacles, c'est une brindille dans la forêt de sa carrière. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais après, ce qui serait intéressant, c'est justement de savoir ce que Hoth, un, a pu en penser, et deux, aura pu lui dire après le combat. Tu vois, vis-à-vis Mais de moi, ça. c'est Voilà. surtout ça. Là, j'adorerais être une petite souris. Ah oui, oui, là ce serait. Ouais, absolument, absolument. Je peux pas imaginer qu'il ait pas une pointe de une mini pointe d'amertume ou en tout cas parce que Hoth est un mec ultra intelligent qui se dise il y a encore du travail, tu vois. Évidemment qu'il y a encore du travail, mais il y a encore du travail dans le rapport humain entre les deux. Tout ne s'est pas construit comme ce qu'on voit avec Nassour aujourd'hui, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même une construction qui se fait en années. Là Bien aujourd'hui les sûr. deux se parlent, c'est quasiment c'est des frères d'armes. Là, bah, Saint-Denis, pour rester dans le champ lexical un peu guerrier, il a un nouveau général et ça marche pas comme avant. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais comme tu dis, c'est leur premier. Voilà, c'est leur premier. Donc, à voir sur la durée, tout simplement. Mm, mm. Je peux pas m'empêcher d'être curieux, évidemment, si ça avait été Joël Alvarez, est-ce que ça se serait passé comme ça et tout machin. Mais finalement, le destin existe pour une bonne raison. Si ça se trouve, c'était le combattant qu'il fallait, Prépolek, pour déceler des imperfections et pour que Hot modifie certaines petites choses, tu vois, dans les rapports et que BSD prenne aussi peut-être conscience de certaines choses pour que l'association soit plus belle encore dans les mois à venir. Est-ce que tu le vois d'ailleurs, juste avant qu'on passe à autre chose, est-ce que tu le vois prendre Gamrot dans 2 semaines, BSD là? Dans 2 semaines, ça me semble douteux. Je peux me Ah, tromper, mais à la limite, prendre Gamrot tout court, juste pour dire un mot, ce sera compliqué de toute façon. C'est un moi combat. je suis pas inquiet. Ah ouais, à ce point? Contre Gamrot, je suis pas inquiet. Contre Rebeki, je soupire fort, mais Gamrot est beaucoup trop unidimensionnel et parfois tombe un peu amoureux de ses points. Et comme Benoît se défend de la lutte, bah en fait finalement si tu arrives à te relever des takedowns ou en tout cas à sortir des clinches, bah, t'es pas en danger contre Gamrot. Ouais, je sais pas. Moi, Gamrot, il fait partie de ces combattants qui sont toujours. C'est compliqué de parier contre lui, tu vois, à Mm. 100%. Parce que c'est vraiment. Il fait partie de tes gars qui peuvent vraiment te nullifier un combat comme peu C'est vrai. savent le faire. Donc, ça se Et prépare. Ça se prépare. faut pas oublier, c'est quand même le plus important que Gamrot il est booké contre Ludovic Klein. Bien sûr. Aussi. Beaucoup Oui, l'oublient, mais beaucoup l'oublient, et je pense que même Gamrot l'oublie un petit peu. oui, Mais surtout il est lui. calé contre son frère jumeau, donc Absolument. on va se marrer.
Allez, combat suivant avec Alexa Grasso contre Natalia Silva. On est avec ce combat sur le pôle nord, pôle sud. On est sur le soleil de la soirée et la déception de la soirée dans le même combat, j'ai l'impression. Moi, c'est un combat qui m'a énormément frustré. Énormément Ouais. frustré parce que, bah, pour reprendre exactement ce que tu viens de dire, je vais le formuler autrement. J'ai vu un combat de Silva, mais j'ai pas vu un combat de Grasso. C'est fou, hein. Grasso, j'attends qu'elle commence son fight encore. Voilà, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Elle est passée complètement à côté. Je sais pas. Je m'avoue interloqué. En fait, voilà. Et de fait, je sais pas si c'est Silva, pour reprendre un terme, enfin une interrogation que tu poses souvent dans le podcast euh, à propos de certains combats. Mm. Est-ce que c'est Silva qui a fait une masterclass ou bien est-ce que c'est Grasso qui a vraiment fait, qui a sous-performé? J'ai Alors envie pour de moi, dire un peu des deux. Ouais. pour moi, c'est très clair, hein. La réponse à cette question est très claire, c'est Silva. Silva qui fait le combat de sa vie au meilleur moment. Oui, Très sincèrement. Pour moi, j'ai même pas l'ombre d'un doute, honnêtement. Et j'ai ouais, non. pensé à toi dans le live de l'équipe, donc que j'ai eu la chance de couvrir encore depuis hier soir. J'ai pensé à toi parce qu'à un moment donné, sur un commentaire, je titre Grasso, être et avoir été, cette expression que tu aimes tant. Être, avoir été, et point d'interrogation évidemment. Parce que, parce que, ben en fait, moi, si tu veux, je trouve que Natalia Silva a fait un combat exceptionnel. D'entrée de jeu, elle met une pace très importante. Elle combat dans sa distance. Elle combat avec une variété de striking de très haut niveau. Elle a d'entrée, par exemple, tu vois, dès le premier round, il y a un question mark kick. Voilà, il va à une vitesse. T'as même pas l'impression que c'est un question mark tellement ça va vite. T'as vraiment l'impression qu'elle a c'est une frappe hyperbolique, tu vois. Mais en fait, non, c'est un question mark kick. Et tout de suite, j'ai l'impression que nous, enfin, les gens dans la salle, moi en train de commenter, et tout le monde qui regarde, grâce au compris, se dit oula, oula danger. Et en fait, ben, moi, les 3 premières minutes du combat sont fondamentales dans le combat, dans la suite, parce que j'ai l'impression que Silva elle a gagné le combat à ce moment-là. L'intensité qu'elle a mis, la pace, la puissance qu'elle a mis, elle avait des bons one-two, elle avait des bons crochets. Cet alliage entre la puissance et la vitesse et la dextérité ont fait que Grasso s'est très vite, trop vite posé des questions. Et on le sait, dans ces sports-là, quand tu commences à t'interroger, t'es mort. Ouais, complètement. Mais ce qui est curieux, enfin là tu mets le doigt sur un point intéressant, c'est qu'effectivement, on a l'impression que Grasso, elle a cherché des réponses pendant les 3 rounds. Des réponses, Ah ouais. elle était toujours en retard. Tu vois, moi c'est ça qui m'a vraiment surpris, pour ne pas dire choqué. Grasso, elle est plus active normalement. Et là, elle a été à la traîne pendant tout le combat. Tout le combat. Euh, alors certes, grâce à l'activité constante de Silva, son footwork incroyable, son timing, ses contres, mais Grasso, tu avais l'impression elle était en retard en fait, tout simplement. Tu vois, elle était en retard, elle comprenait pas. Elle sentait que le combat lui échappait, mais elle ne trouvait pas de solution pour changer de niveau, pour renverser. Je crois qu'à un moment, c'est au début du troisième où elle parvient à la clincher, mais ça dure très peu de temps. Et l'autre, c'est une anguille, elle est insaisissable. Et tu vois, au-delà de la performance de Silva, je suis quand même un peu surpris du manque ouais, du manque de diversité dans ce qu'a proposé Grasso en fait. C'était très unidimensionnel. Elle s'est contentée de lui courir après pendant quasiment les 3 rounds sans rien proposer autre chose. Alors tu voyais très bien que ça ne fonctionnait pas, Ouais. mais comme si elle n'était pas capable d'autre chose. Tu vois cette Grasso-là et la Grasso du deuxième combat contre Shevchenko, mais c'est le jour et la nuit. Jour et la nuit. T'as C'est l'impression qu'elle a pris 8 ans de carrière. Ah ouais, c'est incroyable, Ouais. incroyable. En plus, moi, tu sais bien, moi j'aime beaucoup Grasso, j'ai beaucoup d'affect. J'étais un peu dépité, tu vois, je comprenais pas en voyant le combat, Il y a de quoi, il y a de tout, quoi, tout en évidemment. reconnaissant vraiment ce que fait Silva. Et au bout d'un moment, tu sais, tu comprends que
le combat, il est joué, ça y est, tu vois, parce que Grassos, elle a pas le KO power, donc, et je voyais pas ce qu'elle pouvait faire, en fait, il n'y avait pas de solution. Ça fait partie de ces combats où il y en a l'un des deux qui est totalement impuissant, impuissant. Et Silva, elle a déroulé, vraiment, mais je suis surpris, hein, je me répète, je veux vraiment rien enlever à Silva. Surpris donc par le manque d'activité de Grasso, mais aussi surpris, je t'avoue, je ne voyais pas Silva à ce niveau contre tel Ouais, moi, combat. c'est surtout ça la surprise. Ouais. Vraiment Ouais, une. la révélation est totale. On la Ah, savait déjà forte. ah oui, Moi, ouais, tu ouais. vois, pour la preview, j'avais scouté son combat contre Davicius qui était en 2022, je crois. Oh, la progression depuis. Ah, mais c'est fou, quoi. Un cardio Déjà le cardio. incroyable. Et Ouais. elle a sautillé, elle a été en activité pendant les 3 rounds, pendant 15 minutes. Elle ne s'est pas arrêtée pendant 15 minutes. Mm. Ça demande un cardio de marathonien, mais en plus une lucidité dans ce que tu fais. La manière dont elle recule, Exactement. ses esquives, elle était toujours bien placée. Et ses contres, parce qu'elle frappe peut-être pas fort, mais elle frappait juste. Tu as vu la tête de Grasso à la fin du combat? C'est pas Mais, forcément toujours c'est un mini significatif. Johanna, hein. Oh là 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 là, c'était. Elle frappe fort, hein. Elle frappe fort avec ses kicks notamment, hein. Les kicks, Oh, c'est une dinguerie le truc. Je pense que ça nous couche, hein. ah, Enfin, et le, pas que et, je pense, c'est que ça nous couche en fait. et le fait, tu vois, tout à l'heure, je parlais, il y avait un 30-27 x 3 qui était peut-être pas forcément significatif. Là, le 30-27 x 3 rend bien compte de la domination totale et du côté vraiment unidimensionnel du combat. Dans la série hashtag nous faites pas chier avec les stats sur les frappes significatives, on est à 74-54. Tu vois? Ouais, À quel point les stats c'est de la merde dans le MMA, quoi. Parce parce que que, franchement, c'est impression 212, hein. 200 à 12. ah ouais, parce que L'impression, tu vois. vraiment, je ne vois pas où Grasso. Tu sais, Grasso, moi, je t'aurais dit, elle a envoyé une vingtaine de frappes de tout le combat. 30 à tout casser, vraiment. Ouais, Et touché, encore. tu veux dire, Touché, significative. voilà, Ouais. absolument, absolument. Parce qu'elle a fait des choses quand même. Mais moi, je me souviens de l'inter-round entre le premier et le deuxième round, elle est déjà ultra saoulée. Ouais, et elle est Elle déjà est marquée. debout, elle Ouais. a les mains sur les hanches. Comme ça, là, tu sais, comme quand tu sais que tu vas te faire engueuler par tes parents parce que t'as une mauvaise note à l'école et ils sont à 5 mètres de toi et ils vont t'attraper par le col. Bah là, c'était la même chose. Elle regardait comme ça vers Silva, il disait putain, mais je suis en train de me faire détruire alors que je viens de faire une trilogie dantesque contre peut-être la GOAT de la catégorie, quoi. Le retour à la réalité est terrible pour elle. Oui, et en même temps, peut-être que c'est l'avènement justement d'une vraiment grande combattante. Tu te demandais en preview si elle allait passer un step. Bah, la réponse est claire et nette. Et surtout, je pense que ce qu'il a, tu sais, tu parles de son attitude, c'est que non seulement, un, elle venait de se faire laver, mais surtout, deux, plus important, elle ne voyait aucune solution, aucun Ouais. chemin, aucun moyen de renverser la situation. Ce qui s'est confirmé. Ça fait partie de ces quelques combats où assez rapidement, tu sais que tu vois l'issue, tu sais que ça va continuer comme ça, qu'il n'y a rien qui pourra changer. Mm. Ça aurait pu durer 15 rounds, ça aurait été 15 rounds identiques. Ouais, je suis d'accord. Elle a essayé vite fait de changer de niveau et d'aller au sol à deux trois moments, mais Ouais, mais c'était, tu as vu l'autre, une Silva défense défendait de. bien aussi, quoi. Oh, elle défendait bien, elle se relevait tout de suite, elle avait elle a une vivacité, une fluidité dans ce qu'elle propose. C'est. Ouais, non, non, j'avoue. C'était assez brillant. Les kicks de Silva, vraiment, les déplacements, les kicks et les angles qu'elle a trouvé de frappe, parce que c'est pas que des frappes en ligne, hein. C'était impressionnant. Il y a une séquence, je me rappelle, où elle lâche les chevaux Grasso dans le troisième et elle rentre dans la guerre. Et même cette séquence-là, c'est Silva qui la gagne. Hmm. C'est une espèce de battle de crochet là, tu sais, où elles se mettent à se taper dessus, juste en dessous de la caméra qui filme. Donc tu vois pas trop les coups qui partent, enfin tu vois pas trop à quel point ça touche Silva. Mais oh là là, les crochets, c'est Silva, c'est plus rapide, c'est plus fort en fait quoi. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Après, Grasso est dur au mal de dingue, mais c'est une défaite mentale aussi, plus que physique, j'ai l'impression quand même pour Grasso. C'est très très dur. Une défaite mentale, une défaite de stratégie. Voilà, une défaite Ouais. d'adaptation, ouais, absolument. José Aldo, Ayman Zahabi bah c'était un combat de phaser finalement puisque donc José Aldo a manqué la merde. Oups là, pardon. José Aldo a manqué la pesée et donc Zahabi a suivi ça donc c'était un combat normalement de bantam, c'est devenu un combat de phaser. Pff, ouais, ouais, je sais pas, il se fait encore voler Aldo, ça me saoule en fait. Ça me saoule.
Bautista il se fait voler, Zahabi se fait voler. Pour moi, c'est un clair 29-28. Aldo prend le round 1, prend le round 2. Premier round, je vais la faire rapide. Zahabi, il est pris par l'événement. Et il est surtout pris parce qu'en fait, on l'avait dit en preview, moi je trouve que c'est pas un combattant si fort que ça en fait. Et Aldo nous fait du Aldo. Voilà, avec une posture de moi, il a tu sais, la tête très, très baissée, une posture haute, toujours le genou prêt à faire lever la jambe pour éviter les low kicks et pour envoyer des coups. Les low kicks sont on point, il a de la réussite sur son jab, il frappe fort, toujours dans les cadrages, c'est toujours un maestro. Deuxième round, finalement, le round est, je trouve, plus équilibré, mais quand même pour Aldo en fait, quoi. Genre, moi j'ai pas trop de doute sur le fait que ça va Aldo. Et Zahabi lâche les chevaux dans le troisième et ça finit par passer. On va revenir plus en détail évidemment sur le troisième round parce qu'il se passe un milliard de trucs, mais moi je suis juste saoulé qu'Aldo se fasse encore voler en fait. Ça me saoule, ça me saoule. Quand tu dis que c'est un combat de faiseur, je tiens quand même à le signaler. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, si Aldo vraiment a loupé son cutting ou quoi, ou s'il en avait rien à faire, je ne sais pas. Mais moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il y avait quand même une petite injustice dans cette manière de gérer les manquements de poids ou quoi, parce que de ce que j'ai compris, Zahabi, lui, était sur le point de faire les 135 quand il a Ouais. été prévenu que Aldo, lui, en était à 170 ou peu s'en faut, tu vois. Et je trouve que ça s'est vu dans la cage. Dans la cage, tu avais un bantam qui n'a pas cuté et un faiseur. Aldo, je l'ai Oh, trouvé, Aldo, mais le monstre que c'était. il était. Je comprends pas comment il arrive à faire 61 en temps, quand il combat en bantam. C'est pas un bantam. Je peux pas m'empêcher de penser que ça a joué aussi, tu vois, en plus du reste, parce qu'il est de fait plus puissant. Il avait bien récupéré, il avait bien regonflé. Le rebond glycémique avait dû être sévère ou quoi. Et puis après, bah, il a juste déroulé. Le premier round, il lui marche dessus parce que bah, c'est José Aldo, même vieillissant, face à un combattant comme Zahabi, qui est un bon combattant, mais pour reprendre une allégorie footballistique, c'est un combattant de milieu de tableau. Voilà, c'est un combattant. Il est valeureux, hein, je lui enlève rien, mais juste Aldo, c'était pas, c'était la classe au-dessus. Après, Surtout quand tu vois Aldo, quand tu rajoutes à ça en plus l'esthétisme à la technique, Zahabi il passe vraiment pour un mec très moyen quoi. ah ben ce C'est qu'il, rustre, hein. ouais, bien, mais ce qu'il est quelque part, tu vois, très Hmm. moyen, c'est peut-être dur, mais il est, c'est Ah, un, il le fait passer pour un mec moyen tant il est voilà, esthétique et c'est ça que je veux dire. Non, non, absolument. il est pas Ouais. moyen, Zahabi, c'est un bon combattant, mais contre un mec comme Aldo, Absolument, absolument. un match Par, quoi. par contre, moi c'est ce que j'étais en train de me dire vers la fin du combat. Moi comme toi j'ai Aldo parce que je lui donne les deux premiers. Le premier largement, le deuxième de manière plus serrée, mais parce que à la fin du combat, avant les résultats, je le donnais vainqueur 2-1. Mais même là, je me disais, là il serait temps de commencer à se poser les questions parce que je suis plus sûr qu'il ait ça en lui, lui non plus, au niveau mental, mais même physique. Là c'est physiquement qu'il a péché, vraiment quoi. Le cardio dans le round 3 il a fait. Ah mais C'était le roller coaster, hein. désormais, Aldo, il a 2 rounds dans lui. 2 rounds. Et quand tu as 2 rounds et que tu as des difficultés à terminer un combat contre un combattant comme Zahabi, c'est que ça devient compliqué quand même. Ça devient compliqué. Et tu vois, et même s'il l'avait donné vainqueur comme ils auraient dû, mais c'était pas une victoire hyper flashy et vraiment convaincante. Parce que quand tu vois comment il termine à la dérive le round 3, c'est difficile quand même. Tu sens vraiment que c'est le round de quelqu'un qui arrive au bout en Ah, qui fait. est en bout de piste, hein. Ouais, complètement. Question dans cette séquence-là, puisque donc tout part dans le troisième round d'un genou d'Aldo qui ébranle Zahabi et qui l'envoie un peu au tapis. Ensuite, tu as cette espèce de reprise de volée zidanesque dans le visage de Zahabi. On se demande d'ailleurs comment Zahabi se remet de ça, mais bon, qu'importe. Est-ce que il faut pas pondérer un minimum ça en se disant Aldo a mis tout ce qui lui restait dans le finish qu'il n'a pas réussi à avoir et après il n'avait plus rien. C'est Est-ce que possible. finalement c'est pas le fait d'être passé très près de la victoire qui fait qu'il perd derrière? Tu C'est vois ce que je veux dire? possible. Ouais, 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 non, c'est possible. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être aussi, s'il a tellement tout donné, c'est peut-être qu'il sentait qu'il avait plus grand-chose non plus. Hmm. Tu vois, parce que clairement, dès la fin du round 2 et tout le round 3, ça pêche, hein. Ça pêche, c'est compliqué. Les deux dernières de 30 là. Je sais pas Oh si tu te rappelles de la séquence, mais quand Zahabi arrive à peu près à arrêter de tituber et à se remettre face à Aldo, il reste 2,35. Aldo il regarde l'écran et vraiment oui. tu vois dans son regard genre oh,
absolument, Et absolument. après, il se fait laver. Ouais, ouais. Il regarde l'écran, mais c'est pas un regard serein. Ah, C'est ouais, ouais, il y a un peu d'égarement ah, moi j'ai trouvé qu'il allait se faire, qu'il allait pas terminer le fight, hein. Vraiment, ça aurait été triste qu'il termine comme ça, mais à la limite quelque part, j'ai presque envie de te dire que cette défaite, qui n'en est pas une, mais qui en est quand même une de manière officielle, c'est presque un mal pour un bien si ça le force à prendre sa retraite. ouais. Voilà, parce Ouais. que c'est J'ai là il est. l'impression que même les fans hardcore qu'on peut être et que surtout certains autres sont, j'embrasse évidemment Samir et Omar d'Octogone, j'embrasse Baba, j'embrasse Alex Herbinet, tu vois, qui sont finalement de la génération 1, comme toi en fait, tu vois, du MMA, qui ont vu vraiment le tout début, le Pride, le K1, tout ça. Je me demande si même ces gens-là, toi y compris, finalement vous n'êtes pas un peu corda, tu vois, il n'y a plus de tristesse là. 2022 c'était triste, mais c'était normal. 2025, tout le monde a fait le deuil, j'ai l'impression. Aldo, pour moi, il émane de lui quelque chose, ouais, de vintage, tu vois. C'est le MMA 2015, tu Pourtant, il vois. combat tellement bien encore, il est tellement fort. Ouais, mais regarde, mais il y a quand même eu, comme il est actif, ça se voit moins que d'autres, mais il y a quand même, tu vois, il y a quand même, quand il combattait Yann, quand il combattait Merab, on disait, ok, l'air raréfié, c'est plus pour lui, mais hors Ouais, top 5, c'est toujours legit. Maintenant, même hors top 5, ça devient quand même compliqué, tu vois. Donc ouais, effectivement, là, ça commence. c'est vrai. euh, S'il s'arrête, cette fois-ci, qu'il s'arrête pour de bon, parce que ça pourrait commencer à devenir embarrassant s'il Ouais. continue. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. En tout cas, voilà, ça fait une victoire pour le Canadien, évidemment. Il se fait un prénom, Ayman Zahabi, Oui, comme je disais dans le live. absolument. Frère de Firas, qui est un ponte du MMA, du mindset, tout ça, toute la spiritualité qui va avec. Voilà, Ayman se fait un prénom. Tant mieux pour lui. Il va rentrer dans le top 12 de la catégorie. Je pense qu'il est bien où il est, en fait, hein. Il ira pas beaucoup plus haut, à mon avis, surtout qu'il a 37 ans. Oui, absolument. Allez, on passe au co-main et au combat qui nous intéressait tant, qui portait en nous tant d'espoir. Valentina Shevchenko, Manon Fiorot, le titre des flyweight féminines, combat au sommet. Ça faisait des mois, des années qu'on attendait ce combat-là pour Manon. Après tout ce qu'elle avait traversé, un manque de considération de l'UFC, une blessure au genou, passer par Rin Blanchfield, avoir lavé toute la catégorie avant d'être la championne. Elle avait sa chance contre Valentina Shevchenko. On se fait un round par round peut-être pour ce combat-là, Hmm. je pense que c'est plus à propos. Avec plaisir. Écoute, moi, le début du combat me plaît, le tout début du combat, hein, le tout début du premier round me plaît, parce on a Manon qui déjà rentre sur la puissance de Roth, ça a fait kiffer beaucoup de monde, j'ai l'impression. J'ai trouvé ça cool, mais c'est pas la première fois qu'elle rentre sur du Roth de toute façon. Euh, on sent tout de suite, malgré la. Putain, juste je fais une aparté, le visage des deux quand elles rentrent en scène. Putain, je pense que même la vanne la plus drôle du monde, elle les fait pas rire, hein. Ah, tu sens des fois, tu sais qu'il y a des bifs ou des oppositions qui sont surjouées. Là, c'était pas le cas. Ah non, non, non. Mais t'avais d'un côté Manon, c'était la chance de sa vie, et de l'autre, moi, ce qui m'a fait. Moi, j'en ai ri. Valentina, elle rentre dans la cage, t'as peut-être 300 personnes qui tendent leurs mains pour qu'elle tape, elle met 300 vents. C'est une tornade, la meuf. Elle regarde droit devant elle, elle donne l'heure à personne. C'était. J'ai jamais vu ça. Ouais, mais je sais pas, ils attendent quoi les gens venant d'elle? Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est pas une rigolote, Valentina, j'avoue. Euh, Moi, ce que j'aime bien dans le premier round, donc premier round, analyse premier round, ce que j'aime bien, c'est que Manon prend tout de suite le centre de la cage et s'évite, si tu veux, d'être mise à mal d'entrée. Oui, ouais, ouais, mais par contre, ce premier round, il démarre peut-être très bien pour Manon, mais ça tourne très vite du côté de Valentina. Ouais. Voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a, parce que j'y allais plein de confiance, plein d'allant, et j'ai eu peur très rapidement en fait. Tu sais, c'est comme si on avait été, comme si j'avais été un peu, je redescendais un peu sur terre, tu vois, en te disant, ah, mais en fait, ouais, Valentina, c'est ça aussi. C'est ça, Valentina, quoi. Et comme si elle disait à Manon, bienvenue dans le grand bain, en fait. Ouais, c'est clair. Euh, Valentina, moi, ce qui m'a choqué dès le premier round, c'est sa posture.
presque figée. Tu sais, bon, ça a été scouté, très bien. Elle s'est mise dans la posture du contreur. Très bien, pas de problème avec ça. De toute façon, elle sait tout faire, Valentina. Et Manon est très forte quand elle est protagoniste, mais elle sait aussi bien contrer. Peut-être donc que finalement le camp de Valentina a été plus soucieux de la qualité de Manon en contre que lorsqu'elle était à l'initiative des attaques. Très bien. Shevchenko donc, moi ce qui m'a surpris c'est là il n'y avait pas de fioriture, il y avait pas, elle n'était pas virevoltante du tout, pas sautillante sur ses appuis, tu sais, très quasiment, je te dis moi quasiment figée, très fléchie et tout dans l'explosivité. Je le disais tout à l'heure, dès qu'elle envoyait un low kick, Manon, dès qu'elle envoyait un low kick extérieur avec la jambe arrière, c'était pas forcément un direct, mais c'était aussi un crochet qu'elle envoyait avec le bras arrière. Zone masquée, bon angle d'impact et tout machin. Et c'est justement sur une séquence comme celle-ci que se passe le premier très grand moment de ce duel au sommet. C'est la blessure de Manon au nez. Qui, sur ce kick-là, donc n'a qu'un seul appui au sol, recule le buste et Valentina envoie un crochet large parfait qui touche le nez. Et Manon, au bout de 2 minutes 30, il y a un avant-après. Au bout de 2 minutes 30, dans le premier round du combat de sa vie, elle saigne du nez et elle se le pète. C'est pas drôle. C'est pas juste. Non, c'est pas juste, mais en même temps, c'est totalement logique quand on a écouté tout ce que tu viens de dire, qui pour moi a introduit et donné un peu le récital du combat, à savoir, Aldric Cassata avait déclaré dans plusieurs interviews, des analyses pré-fight, où il disait en gros que Manon était tellement forte en striking, tu vois, tellement dominante en général. Il avait eu cette phrase qu'il a répétée plusieurs fois. Il dit Valentina va être dépassée en striking et va devenir lutteuse. C'est ses propres termes. Il dit Manon va faire devenir Valentina lutteuse et son combat sera un combat de lutte contre C'est Manon la exactement majorité l'inverse du qui s'est temps. produit, quoi. Déjà, et dès le début du combat, c'est comme si Valentina, je ne sais pas si son ego a été piqué ou c'était simplement une décision de camp purement tactique, mais elle s'est installée au milieu tout de suite en disant euh, en striking, tu vas pas me prendre dessus. Et tout de suite, elle a imposé sa volonté en striking. Et si tu veux, le fait qu'elle lui pète le nez, en fait, c'est la conséquence de ça. Parce que tout de suite, elle est rentrée dans la bataille et elle ne sait pas. Mais tu sais, tu parlais d'attitude figée. Pour moi, c'est tu veux la guerre, tu vas la voir. Tu vois, je vais pas reculer. Pas ce soir, pas aujourd'hui. Hmm. Voilà. Et elle a montré qui elle était en striking. Et c'est devenu plus compliqué. C'est devenu plus compliqué. Mais en plus de sa tactique et sa technique, c'est comme si elle avait imposé, je veux pas trop en faire, hein, mais elle avait imposé sa volonté aussi. Ouais, ça, je sais pas. Je pense que ça, pour le coup, c'est à pondérer par la blessure. La blessure C'est qui change très. c'est- Encore une fois, comme je le disais possible. pour Grasso tout à l'heure, c'est à partir de ce moment-là, même un instant, tu réfléchis. Ou tu prends conscience, tu dis, ah, j'ai Oui, perdu mon nez, quoi. absolument. Ouais, non, c'est possible. Tu sais, le nez, ça entraîne aussi, ça peut entraîner aussi d'autres blessures un peu plus haut sur le visage, tu sais, si tu te pètes le nez, tu sais, tu peux avoir tu peux être tuméfié au niveau des pommettes et tout machin, donc ça peut être un enfer. Donc, c'est terrible. Donc, ouais, moi, je pense surtout que Valentina lui dit avec cette posture, tu vas m'attaquer, je sais que tu strikes très bien, mais par contre, je vais peut-être pas frapper moins, enfin, je vais peut-être frapper moins, mais je vais frapper mieux. Moi, c'est ça le message que je pense qu'elle donne à Manon en ce moment-là, et que cette blessure au nez, et finalement ce coup parfait qui est porté par Valentina, est le moment fort de ce début de combat qui prouve à Manon et qui prouve à tout le monde que dans le contre, elle est capable de faire des gros dégâts. Donc ensuite, bah, finalement, tu vois, le temps de la digestion de l'info et le temps de la digestion du coup, bah, Valentina, elle est dans sa zone. Elle est dans sa zone. On est, je pense, finalement, sur le moment le plus dominant du combat. Il est sur ces 2 minutes 30. Sur les 5 rounds en entier. Mm. Oui, Euh, oui. Ouais, oui. ensuite, bah, Valentina amène le combat au sol. On peut revenir d'ailleurs un instant, je fais la petite aparté aussi. La défense de Manon de takedown, elle est stratosphérique. Stratosphérique. Moi j'ai souvenir d'un takedown, je sais plus à quel round, peut-être le 3, où Valentina, au milieu de la cage, essaye de mettre au sol Manon avec un balayage arrière. Elle bouge pas, Manon. Elle bouge pas. Elle se relève. Ou alors, les rares fois où elle est tombée, sauf donc, dans cette première séquence au round 1, elle se relève super vite. Oh, le niveau qu'elle a là-dessus, c'est
extrêmement haut niveau. Euh, Est-ce que c'est le round 1 où il y a, c'est peut-être la séquence dont tu viens de parler, j'avais l'impression que c'était un peu plus tard dans le combat, où effectivement à un moment Valentina la mène au sol et elle fait une sorte de roulade et elle se relève immédiatement. Dans la foulée, tu sais, c'est comme, on aurait presque dit que le mouvement était chorégraphié, tellement elle ne se laisse pas enfermer au sol. je sais plus. Je sais plus ça pour le coup, je sais plus quel round c'était. Du reste, au premier round, c'est lag, donc du coup, Shevchenko arrive à avoir un temps de contrôle au sol. Il n'y a pas beaucoup de dégâts qui sont faits, mais parce qu'elle est pas vraiment dans la garde, tu sais, elle est en biais, elle est en travers. Elle fait quelques dégâts quand même, mais ça reste une séquence qui valide, si tu veux, le fait que Valentina prenne de manière certaine le premier round. Le round de 2, désormais, j'en profite pour dire que Aldric Cassata, je l'ai trouvé parfait dans le combat. Je n'ai pas forcément envie de donner mon avis là-dessus parce que c'est des gens qui sont très compétents, mais je tiens juste à dire que la manière avec laquelle il a parlé à Manon, la manière avec laquelle il a tenté de la mettre dans le confort, de la rassurer, de lui poser les bonnes questions au bon moment, genre est-ce que tu es prête pour la boxe, comment ça va pour le nez, etc. Est-ce que tu peux boxer? Il y avait une efficacité dans le propos et des consignes tactiques qui finalement, bah, c'était ce qu'il fallait, c'était ce qu'il fallait, c'était ce qu'il fallait. J'ai trouvé que, tu vois, enfin. Alors j'y reviendrai après dans le rendu global, mais si Manon, je pense, a été au niveau de l'événement, Cassata aussi, largement. Ah bah de toute façon, elle avait une team, on l'a vu cette semaine, notamment grâce aux vidéos de l'ami Alex Herbinet, elle avait une team XXL avec elle, hein. Ouais, Christophe Midou quand même. Christophe fucking Midou quoi. Ah, c'était immense. Immense, immense. Euh, il me semble justement que dans cet interround, Cassata lui parle de la lutte. Et c'est le grand moment finalement, le grand round de Manon dans cette finale mondiale. C'est le deuxième où finalement elle prend le round sans trop de contestation parce que au lieu de persister là où tant l'ont fait de persister dans ce qui les amène vers leur chute, et on en parlera tout à l'heure dans le main event, n'est-ce pas? Euh, elle a eu l'intelligence et le flegme de se dire ok, attends, je vais essayer de préserver mon visage et je vais juste mixer mon MMA. Et là, elle rentre dans la lutte. Mais franchement, le deuxième round de Manon dans la lutte, il est parfait quoi. Blocage contre la cage, les genoux envoyés, elle a le dos de Valentina, elle envoie des gros genoux. Sur les sorties de clinch, c'est elle qui domine la plupart des échanges. Franchement, le deuxième round, moi je le trouve. Je suis hyper rassuré en fait. Je me dis, ok, ça va peut-être le faire en fait, malgré tout, malgré ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, c'est d'autant plus surprenant que elle se fait enfin, entre guillemets marcher dessus au round 1 et le round 2 avec son nez en vrac qu'elle a montré d'être dominée en striking, que ça tourne comme ça, comme toi, je me suis dit, ah, l'histoire est en train de s'écrire quelque part, tu vois. Elle a réussi à Ah bah, trouver, elle a réussi à mentalement ne pas lâcher, et non seulement à retourner au combat et à avoir la lucidité de mixer, de changer de niveau. Et en plus, on voyait à quel point en lutte, bah, tu as vu le morceau que c'était hier dans la cage, hein. Elle était, pour moi, on aurait dit un bantam contre un fly, hein. Vraiment, clairement, le jour où elle passe en 61, elle a aucun souci de gabarit et de puissance. Et le cage control, c'était complet. c'est Il y avait parfait. tout. Mais par contre, Valentina, et tu vois plus ça avec le recul, ça c'est vraiment comme le round 1, c'est vraiment le round de Valentina, le round 2, il est à Manon, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, et ça va compter ensuite dans les autres phases, notamment de clinch, Valentina, elle prend pas tant de dégâts que ça. Ouais. En fait, tu vois, elle défend, et encore ce round 2, c'est là où elle a le moins bien défendu. Mais je pense qu'elle a pris des informations pour les ajustements à venir, mais Manon n'arrive pas à faire de dégâts vraiment significatifs. Et en fait, c'est en partie ce qui a joué dans ce fight, en fait. Elle n'a jamais réussi à trouver l'estocade ou vraiment le moyen de vraiment faire mal, là où Valentina, elle, en a eu de temps en temps. Mais moi, comme toi, je sais pas, mais moi, quand je vois ce round 2, que je vois la lutte, je me dis, de manière un peu enthousiaste, prématurée, elle a trouvé le chemin. Ouais, bah oui, moi Voilà. aussi. Voilà. Elle a trouvé Quitte le à, chemin. quitte à, quitte à gagner, elle a trouvé un chemin de victoire et c'est le MMA est une discipline magnifique à voir pour cette raison-là. Dire, Absolument. Ouais, ouais. s'il y en avait que des combattants qui étaient des piliers de bar et qui se foutaient sur la gueule pendant 5 minutes, pendant 25 minutes, bah bienvenue au bare knuckle et puis allez voir ça les gars.
Ça s'appelle Voilà. du MMA, c'est logique, tu vois. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et d'avoir trouvé un éventuel chemin de victoire après un premier round où se passe ce qui se passe, alors moi, j'applaudis des deux mains, quoi. Enfin, je veux dire, c'était magnifique, quoi. Ah Donc, oui, et en plus de ça, il y a la défense de takedown qui est très bonne. Sur une sortie clean, justement, Valentina, elle va chercher et Manon défend trop bien. Elle met tout de suite les bras en dessous, tu sais, et elle refait remonter Valentina et tout. Non, non, franchement. Et en plus de ça, en fin de round, on a Manon qui retourne dans le clinch sur un bras arrière qui part de Valentina. Elle passe à côté et là, elle rentre dans la lutte. Et donc, elle commence en plus à choper les timings de Valentina. Moi, c'est ce que j'ai retenu aussi. Je me suis dit, ah ok, donc quand elle est protagoniste, elle sait rentrer en lutte, mais elle sait aussi le faire en contre. Je dis, ah ouais, magnifique. Le seul truc pas cool de ce round, c'est le genou illégal. Tu oui, sais, parce que ouais, euh, parce que ouais, parce ouais, qu'elle passe pas loin de la correctionnelle, hein. Marc absolument. Godard, il lui met un avertissement, enfin un warning. Mm. Elle a pas un point de pénalité. Mais si Valentina a pas le réflexe de mettre ses mains devant sa tête, on est pas bien, hein. Ah, on n'est pas bien. Parce que là, avec un 9-9, c'est mort. C'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ouais, non, un très très bon round de 2 de la part de Manon. Le round de 3, début de reprise, les deux combattantes, elles s'attendent un petit peu. Shevchenko, elle dévie pas de bord. Elle reste sur sa direction. Si tu veux qu'on soit en striking, pas de problème, je t'attends, viens, je vais te contrer. Avec le bras arrière, sur la zone masquée. Et Manon, elle avait trouvé son chemin de victoire. On était sur finalement un combat à partir du round 3, on est sur un combat qui est très beau, mais qui, je trouve, est devenu un peu monolithique. Avec Manon obsédée par la lutte et Valentina obsédée par le contre en striking. Finalement, on voit pas tant d'autres choses, notamment dans les rounds 3-4. Le round 5, c'est un peu différent, on en reparlera tout à l'heure. Toi, je sais pas ce que tu en penses de ça. Alors ouais, je suis d'accord, mais pour moi, c'est pas forcément péjoratif dans la Ah non, non, mesure non, pas du tout. Pas du où, tout. non, non, mais tu vois, mais on pourrait trouver ça décevant ou être chagriné, mais en fait, j'ai l'impression que chacun avait trouvé effectivement sa voie. Et bah, à ce jeu-là, l'une des deux a été meilleure que l'autre. Parce que moi, je vais reprendre ce que tu disais pendant le round 1. J'ai failli t'interrompre et puis je me suis dit que j'allais le redire plus tard parce que j'étais d'accord avec toi au mot près. Moi, ce combat, on connaît Valentina. Je ne l'ai pas découvert cette nuit, mais néanmoins, elle l'a ressorti au meilleur moment parce qu'on avait vu une fille qui était en difficulté contre Santos, qui avait été en difficulté contre Grasso. Et hier, elle a retrouvé son striking. Elle a retrouvé, je trouve que d'un point de vue, elle a été plus technique, peut-être plus belle et plus fluide, mais par contre, tu parlais de timing et de précision. Ce qu'elle a fait hier Un faute, hein. en matière de timing et précision, toutes catés confondues, tous sexes confondus même, à l'UFC, Ouais. il n'y en a pas beaucoup qui sont de son niveau. Et la différence, je trouve, avec Manon, c'est que Manon, elle peut frapper dans le vide. Tu vois, et là, on en revient au stat ou à l'activité ou quoi. Elle était peut-être plus active de manière gestuelle, elle essayait peut-être plus de choses, mais par contre, Valentina, tout ce qu'elle a fait, c'était clinique. Mais vraiment quoi. Elle m'a donné l'impression de quelqu'un qui ne qui n'a jamais tapé pour rien ou jamais tapé Ouais. dans le vide. Tu vois, je ne Mm. sais pas s'il existe des statistiques à ce niveau-là, mais sans même parler de coups significatifs, ça doit être l'une des combattantes, et encore une fois, l'une des combattants, tout genre confondus, à le moins taper de manière inutile, si tu veux. Quand elle tape, c'est qu'il y a un but derrière, et en plus, ça touche. Toujours, toujours, Elle a pas toujours. beaucoup jabé, hein. Non, pas énormément. Non, non. Elle a Bah, pas besoin, en fait. c'est exactement ce qui prouve bien à quel point elle a une palette étendue. Contre Grasso, ça avait été jab, 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 jab. Ouais. Là, Ouais. elle a senti que, je sais pas, si elle se mettait en danger, on n'avait pas besoin. Elle a fait autre chose. Mais par contre, c'était des contres Ah continuels. ouais. C'est Et ouais. ça touchait, ça touchait, ça touchait, ça touchait. Et c'est le genre de choses qui sont peut-être pas très spectaculaires, mais moi, je l'ai senti, je sais pas toi, mais à partir de ce round 3, elle commence vraiment à s'installer dans le combat et à prendre le contrôle du fight, tout simplement. Tout simplement. Parce que tu Ouais, sens. en plus, le jab était vraiment, pour le coup, assez inutile parce que l'inconvénient du jab, évidemment, c'est l'exposition au contre.
Quand tu passes ton épaule au-dessus du bras adverse et que tu vas chercher sur le cross et tout, tu t'exposes aussi au kick, au middle, notamment bah, sur le bras que tu envoies pour le jab. Et bah Manon, elle est très forte dans les deux cas. Donc c'est évidemment quelque chose à éviter. Donc ça, elle l'a très bien fait. Mais ce que je trouve très fort, c'est de ne jamais l'avoir fait quasiment, tu vois. C'est de Mm. ne pas avoir eu ce saut de concentration du mauvais coup envoyé au mauvais moment et qui est contré. Parce que maintenant, elle a la capacité de finir. Donc ça, c'était très bien. Ce qui en plus était très bien pour Valentina, c'est qu'elle a, cet aspect méthodique du combat qu'elle construisait bien, que tu viens de très bien dire, en plus de ça, elle a rajouté ce qui pour moi est fondamental dans sa victoire, elle a rajouté le côté spectaculaire. Mm. Dans la deuxième partie de ce combat, à plusieurs reprises, round 2, 3, 4, 5, on a des spinning back fist, 2-3 high kick, 2-3 spinning head kick, qui malheureusement, même si les dégâts sont faibles et modérés, malheureusement touchent. Il n'y a rien de mieux quand tu combats, quand tu combats quelqu'un qui fait des spinning back fists, il n'y a rien de mieux que de les éviter. Même si ça touche le bras, tu sais, sur la fin de la garde, ça va faire soulever les foules et ça va, d'une certaine manière, donner du crédit à ce que tu viens de faire. Là, ça touche. Il y a deux, trois, notamment, il y a un high kick et il y a deux, trois spinning back fist qui touchent. Et qui touchent bien. Il y en a un qui fait même un peu, pas vaciller, mais tu sens qu'elle perd un tout petit peu ses appuis, Manon. Ça, c'est pas bon. Alors que du coup, Manon, dans le même temps, elle, eh ben, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour pourrir le combat. Mais le tout, en fait, finalement, et là, je fais le lien à round 3, 4, 5, finalement, de manière, pour le coup, assez clinique, stratégique, c'était bien. Mais les phases de cage control, elles duraient 3 fois, ouais, je grossis un peu le trait, mais 3 fois 30 secondes. Elle envoyait des genoux sur une Valentina qu'elle avait dans son dos. Sortie de clinch, elle arrivait à mettre un bon coup. Mais ça m'embête de le dire, c'est tout. Il y a pas eu, moi je t'invite à me contredire si j'ai tort, de toutes les séquences de clinch et de cage control qu'a fait Manon, il n'y en a aucune qui ressort par rapport aux autres. Elles se sont quasiment toutes passées de la même manière. Et sans pour autant inscrire dans ces phases-là des dommages où tu te dis, ouais, là elle est en train de l'atteindre. J'ai pas senti Valentina en grand danger en fait dans ces phases-là. Non, effectivement, on sentait, c'était des fois tu la sentais peut-être sur le point 2, elle aurait pu, mais ça durait pas assez longtemps, effectivement. Valentina arrivait à se dégager Ouais. et elle semblait en plus, alors ça veut pas forcément dire grand-chose, mais elle semblait relativement sereine. Voilà, effectivement, elle contrôlait, elle attendait que ça passe et elle se dégageait. Voilà. Et elle Ouais. réussissait comme elle a une excellente défense, même quand Manon était dans son dos. Comme tu dis, elle n'a pas pris, contrairement à Manon, elle n'a jamais pris de coup significatif, elle. Ouais, ouais, c'est clair. Après, finalement, le round de 4 va pour Valentina aussi. Parce que et le round de 3 je sais pas à qui le donner, honnêtement. T'as des juges qui le donnent à Manon, t'as des juges qui le donnent à Shevchenko. Je sais pas trop. Mais le round de 4 malheureusement, ce qui se passe, c'est finalement les rounds 3 4 5 se déroulent grosso modo, hein, vraiment grosso modo, parce qu'on va pas faire non plus 55 minutes sur ce combat-là, même si on aimerait bien le faire, se déroule grosso modo de la même manière. Ce qui fait très mal, c'est que le deuxième très grand moment du combat, après le premier donc qui est gagné par Valentina, c'est que le deuxième il est aussi à l'actif de Valentina, avec ce knockdown, ou en tout cas ce flash knockdown, en toute fin de reprise, à 5 secondes. Putain, celui-là il fait mal. Ah, oui. Double overhook de Shevchenko. Bras arrière encore. Moi, l'impression visuelle que j'ai au ralenti, c'est que je suis limite à poser la question si Manon elle a pas un peu perdu l'équilibre, tu vois. Hmm. Donc finalement, elle reste au sol. Donc je pense que finalement, non, non, elle est au tapis. Sur un side kick de Manon qu'elle contre, elle envoie ces deux coups-là. Et donc elle tombe au tapis à 4 secondes de la fin du round. Et là, vraiment, la championne, elle se jette dessus, quoi. Elle envoie des coups. Enfin, en fait, ça lui donne de manière implacable le round de 4. Et là, ça devient compliqué. Parce que moi, sur ma scorecard, en fait, je mets 3-1 à Valentina. Moi, je mets le troisième à Valentina parce qu'en fait, je me dis, merde, Manon fait de très belles choses, mais dans des rounds très serrés, ça ira toujours à l'avantage du champion parce que c'est au challenger de faire ce qu'il faut pour que le champion perde le round. Mais dans des combats serrés comme ça, sur des combats de championnat, bah on l'avait vu sur une partie du règne d'Adesanya par exemple, notamment sur le combat contre Cannonier, tu vois,
où en fait il se contentait de laisser le challenger être juste un tout petit peu en dessous de lui, quoi. Et donc moi j'en arrive à ma scorecard où j'ai un 3-1 pour Valentina, je me dis, aïe putain c'est compliqué. Et en plus de ça, comment tu reviens d'un knockdown? On embrasse Proraska dans le deuxième combat contre Pereira. Moi ça m'a tout de suite sauté aux yeux, je me suis dit, comment elle va revenir de ça? Qu'est-ce que toi tu t'es dit au moment de ce knockdown justement? Ah ben moi ça m'a choqué parce que c'était l'image est toujours saisissante et puis quand c'est Valentina qui te le donne ça fait encore moins de bien et surtout ça marque les esprits effectivement comme tu dis hein, d'un point de vue symbolique quelque part c'est comme si Valentina appuyait sa domination sur le combat tu vois en disant la championne c'est moi. Et effectivement comme tu l'as très bien dit tous les temps forts vraiment, en fait, c'est elle qui les a eus. Enfin, en tout cas, les temps les plus marquants visuellement. Et ça, quelque part, c'est parlant aussi. Tu vois, qu'on le veuille ou non, et on a beau même inconsciemment partisan, là, tu commences à te dire, enfin, moi, à la fin de ce round 4, j'ai dit, voilà, ça commence à pas sentir très bon. Tu vois, parce que, en fait, tous les rounds 3 et 4 sont très serrés, en fait. Ça se joue à pas grand-chose. Manon, elle est au niveau. Elle est au niveau, elle est pas C'est ridicule grave. du tout. Elle fait son combat, ça aurait pu, ça se joue vraiment à des petites choses. Et là, soudainement, tu envoies une des deux, tu envoies l'autre au tapis. Ça marque. Ça marque. Voilà. Et là, je suis pas serein pour le round 5. Tu Ouais. vois, c'est comme si Valentina avait, ça y est, tu voyais euh, elle avait vraiment, elle, trouvé son chemin et qu'elle allait, qu'elle s'y engageait de plus en plus. Ouais, ouais. Moi, je me suis vraiment dit, avec cet instantané-là, je me suis dit de manière claire dans ma tête, c'est en train de lui échapper. Et ouais, absolument. Jusqu'avant, tu peux avoir Absolument. le bénéfice du doute, Mm. tu vois, tu peux te dire, vas-y, bon, moi, je suis pas non plus, je suis pas non plus le meilleur analyste au monde. J'ai pas 20 ans de MMA derrière moi. Ça se trouve, il y a des choses que je vois pas. Ça se trouve, si, ça se trouve, je suis pas en bord de cage. Donc, le jugement on-site est peut-être différent et tout. Là, ça devient concret dans ma tête, c'est en train de lui échapper. Et ça fait chier, tout simplement, parce que bah, on a envie que Manon gagne. Euh, L'interround entre le 4 et le 5, Aldric Cassata prend des nouvelles évidemment, et ensuite lui dit oublie tes kicks. Et c'est important parce que bah, c'est justement sur un side kick que Manon se fait dropper. Oublie les kicks et va chercher le finish avec l'anglaise. Je crois, il faudrait que je réécoute, mais je crois qu'il lui parle plus trop de la lutte. Il lui parle d'aller au finish avec l'anglaise. En tout cas, moi, c'est ça qui me marque. Malheureusement, peut-être le manque de lucidité, peut-être le manque de confiance aussi à ce moment-là, Manon retourne dans le clinch, encore. Quatrième round où elle part un peu dans la même dynamique. Elle trouve de la compétitivité, elle trouve des bons moments forts, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas le moment fort qu'il fallait. Donc, encore une fois, dans ce round de 5, Valentina elle score un spinning back fist. Ensuite, un Superman Punch qui fait peu de dégâts, mais ça marque. Tu vois, si j'en parle, alors que j'y pensais pas tout à l'heure, c'est que ça marque les esprits quand même. Donc, ouais, non, non, moi, en plus, Valentina, j'y pense aussi, elle nous fait un Volk de Diego Lopez, là, dans le cinquième round, non? T'as vu comment elle a quadrillé la cage? Tous ses Mm. déplacements latéraux, tous ses pas chassés? Bah, c'est du temps à gagner, hein, tout Oui, puis là, simplement. elle se sentait dans la légitimité de le faire. Tu vois, elle l'a pas fait du tout au début du combat, parce que là, c'était plus pied à pied. Elle était en contre. Là, j'imagine qu'elle se sentait, elle se savait devant, de toute façon. Voilà, moi, je me dis toujours, enfin, les gens, ils voient, ils sentent des choses que nous, forcément, par essence, on ne saura jamais. Et donc, s'ils agissent d'une certaine façon, surtout quelqu'un comme elle, c'est jamais gratuit, tu vois. Mm. Je me permets de revenir sur ce qu'a dit Kasata. Moi, ça m'a étonné, tu vois, parce qu'il dit quelque chose, effectivement, en substance, va chercher le finish, va chercher le chaos. Moi, ça m'a pas étonné que Manon retourne en lutte, tu vois, parce que moi, ça me semblait le chemin le plus légitime pour elle, vu tout ce qu'on avait vu avant, parce que se reconfronter à Valentina en striking, après ce qui venait de se passer en plus à la fin du round 4, ça me semblait. Alors, Cassatin en sait bien sûr infiniment plus que moi, donc s'il lui a dit, c'est qu'il savait bien pourquoi il le disait. Mais moi, ça m'a plutôt surpris, tu vois. Et ça m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné que Manon retourne en lutte. Par contre, peut-être que on est dans le round 5.
elle avait juste plus l'énergie aussi et la Exact. lucidité. Voilà, comme tu dis, Elle plus était une moins valeur. virevoltante hein, dans le round 5, hein. Tu la sentais un Ah, poil entamée quand même. absolu. Ah, Mm. elle était fatiguée à la fin. Elle était Mm. fatiguée, hein, tu vois. Et ça fait partie des choses qui, je pense aussi, tu vois, on en parlait un peu en preview. Le mental, la volonté, la préparation, elle l'a, c'est pas un souci. Mais je pense que tu te retrouves, et ça reprend un peu de ce que tu as dit durant ce débrief, tu te retrouves dans un round 5 d'un combat de championnat. Euh, Tu as pris des coups, tu viens d'aller au tapis, tu es mené, tu es fatigué. Forcément, il y a des choses que tu ne vas pas réussir à gérer. C'est parce que tu ne peux pas les gérer, tout simplement. Tout simplement. Là où une Valentina, mine de rien, bah, elle a l'expérience. Elle a l'expérience et elle, en plus, elle était dans un fauteuil. Donc, ça fait beaucoup. Mm. Ça fait quand même. Ça commence. Et donc ça donne une victoire 48-47 pour Valentina. Il y a un truc de si près, si loin, en fait, finalement, qui ressort un peu. Moi, j'ai quand même eu envie de retenir le si près, parce que je trouve que Manon a été à la hauteur de l'événement. J'ai trouvé que Manon avait globalement fait un bon combat. J'ai trouvé surtout qu'en fait, elle avait réagi comme une championne à ce qui semble être une fracture du nez dans le premier round. Elle s'est pas désunie. Elle a vu un chemin de victoire. Elle y a été à fond. Elle a cru en sa chance, malgré la fatigue, malgré les impondérables du combat. Euh, Moi, j'ai trouvé qu'elle avait été à l'auteur de l'événement. J'ai trouvé qu'elle a fait un combat digne d'une challengeuse de très très haut niveau face à une championne qui, bah, on le rappelle, hein, même si elle a 37 ans, c'est l'une des plus grandes combattantes, si ce n'est la plus grande combattante de la catégorie de l'histoire. Ah, mais elle a été plus que présente. Ça se joue à très peu. Le combat, il est Ouais, très serré, hein. Et moi, c'est pour ça, à la fin du combat, moi, je suis vraiment frustré parce ouais. que c'est vraiment pas passé loin. C'était des petits ajustements, mais le souci, c'est que bah, c'est des petits détails qui s'additionnent. Il y a eu, bah, il y a le nez pété en début. C'est pas des excuses, hein, mais c'est juste des faits de combat Hmm. qui font que le knockdown de la fin du 4 et en plus, Manon fait hier la prestation devant la Valentina de Santos. Elle prend, elle prend. C'est elle qui a la ceinture aujourd'hui. Voilà. Hmm. En plus, hier, elle est tombée sur une Valentina, mais c'est ça aussi les champions et les championnes, qui a su élever son game au meilleur moment. Voilà, c'est pas pour rien que Exactement. Valentina, c'est l'une des plus grandes ever. Hier, hier c'était du Valentina, peut-être pas prime, parce qu'elle était moins virevoltante qu'elle a pu l'être, mais par contre, si elle a peut-être perdu en activité, bah pour moi, je me répète, mais elle l'a gagné en fight IQ, en précision, en presque tout le reste, quoi. Polyvalent. En polyvalence, exactement. Tu vois, on avait loué son jab contre Grasso 2. Bah hier, elle n'en a pas eu besoin, tellement sa palette est large. Je sais pas quoi dire, quoi. Il n'y a aucune honte à avoir perdu, non seulement de la façon dont elle a perdu, mais surtout devant, devant cette championne, Devant quoi. cette Valentina là, ouais. Ouais, Oh bien là sûr. là, c'est juste, Et une fois que le combat se termine, tu vois, au-delà de la frustration et bien sûr de la déception parce que c'est Manon et tout ça, tu te dis, ouais, mais Valentina aussi, quoi, quand même. Quand, Ouais. quand même, C'est voilà. vrai, non, non, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc voilà, en bref, bravo Manon, bravo d'avoir répondu présent, bravo de nous avoir fait vibrer. Elle est partie tout de suite à, je sais pas si c'est une indiscrétion, mais elle est partie tout de suite à l'hôpital après le combat. Donc pas de conférence de presse, etc. De toute façon, vous l'avez vu, elle est partie directement à l'hôpital sa fracture du nez, hein. Donc, donc voilà. Le temps du repos et des questions désormais, mais l'avenir est brillant. On a de toute façon dans la catégorie maintenant, on a probablement Natalia Silva qui est numéro 1 contender. On a Manon qui reste numéro 2 de mon point de vue. Ensuite, on a Blanchfield. Et on va avoir ensuite Alexa Grasso. Dans le Oui, fil oui, d'attente, hein, l'ordre de fil d'attente, je veux dire. oui, absolument, absolument. Un Fioro Grasso. Enfin bon, après on verra. C'est encore très très frais, donc on verra, on verra. Ouais, Mais il y a de beaux match-up en prévision. c'est clair. Bah écoute, on va passer au main event maintenant. On a fait 35 minutes, je crois, sur Fioro Shevchenko, mais ça le méritait amplement, hein. C'est pas du tout le sujet. On passe au main event. On fera pas 30 minutes évidemment Non. sur Belal Muhammad contre Jack Della Maddalena. Euh, mais donc la titre des 77 se jouait également donc à Montréal au Centre Bell.
l'antre des Canadiens de Montréal. Euh, Finalement, là, on fera pas un round par round, mais l'impression que j'ai, ce qui vient dans mon esprit tout de suite, c'est que bah, Belal, il nous a fait un dumb fight à mort, en fait, quoi. Euh, Dumb dans le sens débile. Quand, hmm, quand tu, quand tu montres les aptitudes que tu nous as montrées contre Sean Brady, par exemple, même le combat que tu fais globalement contre Leon Edwards pour aller chercher la ceinture, que tu nous dises dans la Fight Week, ouais, je vais le prendre en striking, je vais le battre à son propre jeu, etc. Très bien. C'est de la com. T'essayes de faire du, t'essayes de faire des ventes de pay-per-view parce que t'es un combattant impopulaire, t'es un combattant qui est pas aimé par l'organisation. Ok, très bien. T'es moqué même. Très bien. Mais pourquoi tu vas le faire pour de vrai pendant 25 minutes en fait? Je- il donne son combat est celui d'un combattant qui donne du grain à moudre à ceux qui se foutent de sa gueule en fait. J'ai trouvé. Avant de venir sur l'analyse, tu vois. hmm. Je te trouve un peu dur, je peux comprendre, hein, mais je te trouve un peu dur. Mais ceci dit, ce que tu dis rejoint euh, l'avis de beaucoup de gens. Mais moi, j'ai trouvé que, une fois n'est pas coutume, mais je vais plutôt mettre l'accent vraiment sur la performance de JDM. Ah oui, oui. Parce que je trouve que il a peut-être fait son cinéma Bellal de vouloir rester en stratine en début de combat, mais j'ai trouvé que assez rapidement quand même, si tu veux, ou en tout cas dès la mi-combat, il commence à tenter les takedowns parce qu'il voit qu'il est quand même debout, c'est compliqué, et en fait il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, et je trouve que JDM, pour moi, c'est vraiment. Alors peut-être comme tu dis, effectivement, Bellal passe un peu à côté de la tactique ou quoi, mais moi, ce que j'ai plus retenu, c'est JDM qui fait un super combat. Un super combat parce que il a réussi justement à ne jamais laisser, peut-être un petit peu aidé au début, mais durant le début seulement, en tout cas pas pendant tout le combat, j'ai trouvé, il a réussi à ne jamais se laisser enfermer par Bellal. Et lui aussi, toujours en mouvement, toujours sur ses appuis, esquive, contre. Il a fait un super combat. Vraiment, il a C'est fait un. vrai. Je le voyais pas à ce niveau-là et surtout pas contre Bellal. En preview, j'avais exprimé mes craintes de le voir justement se faire enfermer dans un cage control, super défense de takedown quand il y a eu des tentatives de takedown, à tel point qu'au bout d'un moment, Bellal, il est complètement sorti de son fight. Il a fait quelques tentatives de takedown, mais c'était ultra téléphoné, ça venait de loin, tu sais, Tu te comme rappelles si celle où il se jette alors qu'il est en très ridicule. longue distance, il se jette dans les chevilles là? C'est ridicule, c'est pas du Bellal ça, tu vois. Mais d'un autre côté, je pense qu'il devenait tellement frustré, il en perdait sa lucidité. Et ça, pour moi, c'est vraiment à mettre au crédit de JDM, qui a vraiment, il avait un game plan qui était osé, mais il avait une telle technique et une telle shape qu'il a réussi à complètement annihiler le game de Bellal. Et souvent, quand on dit quand un lutteur rencontre un striker, c'est le lutteur qui arrive à annihiler le striker. Là, ça Hmm. fait partie des rares exemples où c'est le contraire qui est arrivé. Tu vois, j'ai vraiment eu l'impression d'un JDM qui frustrait Bella et qui Bellal en a perdu. J'ai loué le timing, la précision de Valentina. Bellal, c'est le contraire. Il en a tout perdu. Il en a tout perdu. Il a perdu son MMA en fait. Il en a perdu son style. Et JDM a réussi à rester du début à la fin, lui, Ouais. dans son game. Et on parlait tout à l'heure de Silva qui a réussi à hausser son niveau. JDM, tu vois, j'avais pareillement exprimé mes craintes en preview, qu'il manque d'expérience, qu'il lui manque un ou deux combats. Il a réussi à step up entre Burns et le combat de cette nuit. Il a réussi à, je sais pas, il a haussé son game. Hmm. Franchement, moi, il m'a bluffé. Craig Jones, hein? Pardon? Craig Jones, hein? Bah écoute, certainement en partie. Mais moi, ce qui m'a encore plus impressionné que On va ça, faire dans la cage évidemment. oui, non, non, bien sûr, mais sa variété de striking. On sait que c'est un super striker, mais des fois, il est un petit peu bourrin, tu vois. Des fois, hier, il a réussi à garder sa technique, à garder son footwork. Jamais il s'est lancé dans la bagarre. Tu vois, paradoxalement, c'est Belal qui, quelquefois, a essayé de rentrer dans la guerre. À chaque fois, il a réussi à se rester hors de portée. Il avait des contres, des uppercuts qu'il a lancés en contre ou quoi, à, mar- Exceptionnel.
Oh là là, a marqué Belal. Et là aussi, ça fait partie des combats. Peu à peu, on a senti Belal Ouais. qui déclinait parce qu'il avait juste pas de solution. Pas de solution, vraiment. Et c'est pas lui qui est passé, pour moi, vraiment, hein, c'est pas lui qui est passé à côté de son combat, même si peut-être effectivement sa tactique était douteuse, à l'entame en tout cas, c'est vraiment JDM qui l'a fait exploser en vol. Vraiment. Ouais, alors, le striking de JDM est exceptionnel. C'est vrai. Euh, il frappe de près, à mi-distance et de loin, il frappe extrêmement bien. Il a des longs segments en plus qui lui permettent d'utiliser son jab et ses crosses. Il arrive vraiment à jaillir, placer le cross et à revenir en arrière. C'est très très impressionnant. Il a des genoux qui sont très bons aussi. Mm. Et je le trouve aussi fort, et ça c'est rare, hein, je le trouve aussi fort dans le contre que dans la proactivité. Que ce soit lui qui soit à l'initiative ou que ce soit lui qui contre, il est tout aussi fort dans les deux cas. Il a un coup d'œil de maître, il a une technique de maître moi en ça je suis trop content qu'il soit champion parce que bah, moi c'est un coup de cœur que j'ai depuis qu'il arrive à l'UFC. Tu t'en souviens, on en a déjà parlé Mm. ensemble dans les podcasts. Moi c'est un gros gros coup de cœur de la Madalena depuis son arrivée. Donc de le voir arriver à ce niveau-là, c'est très bien. Ce qui me fait dire que Bella a fait n'importe quoi, c'est que il n'y a pas que les takedowns dans la lutte, ou en tout cas ce qui t'amène au takedown, il y a aussi, comme tu disais, le cage control et le clinch. Il en a quasiment pas fait. Alors que pour casser le rythme et fatiguer JDM, ça aurait été précieux. Et on sait que Dieu sait que Belal sait le faire. Et ce qui me pose problème, c'est que aussi, dans le striking, Belal a combattu à la distance de JDM. Et ça, c'est pas normal. On le voit, JDM, il a mis 30 secondes à connaître la distance contre Belal. 30 secondes. Dès le premier round, il commençait déjà à marquer des coups forts. Dès le premier round, on avait des one-two. On avait déjà bras arrière, le bras arrière, ça touche. Moi, j'ai souvenir d'un moment où Belal, il se désaxe un petit peu pour se déplacer latéralement. Il est en zone un petit peu couverte. Et du coup, il voit pas le 1-2 partir et il prend plein buffet, plein menton. Il prend un 1-2 et vraiment le bras arrière arrive en bout de chaîne, pleine puissance. C'est la distance de JDM. Pourquoi Belal, il n'a pas varié les distances? On va pas me dire qu'il n'est pas capable de le faire. C'était un boxeur qui était mauvais avant, c'est un boxeur qui devient correct aujourd'hui. Il n'y a pas de fioriture, hein, c'est clair. Il va pas te faire un spinning back fist, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il a développé un arc de compétences qui est au mieux correct. Pourquoi t'es pas rentré dans une logique de faire du jaillissement pour aller justement au clinch, pour aller frapper, pour aller mettre des genoux, pour aller, vas-y, place ton jab, jaillit, puis ensuite tu changes de niveau. Pourquoi tu fais pas des feintes en fait, gars? Pourquoi t'es que dans une logique de dire, vas-y, un 2 3 allez, vas-y, je reviens. Un 2 trois. Belal, il a passé son combat à prendre, à initier des séquences, parce que c'était lui le pressure fighter majoritairement. Il a passé son combat à vouloir rentrer. Il mettait un coup, il en prenait trois. Il recommençait. Moi, c'est pour ça que je te dis qu'il fait un combat débile. Parce que oui, en effet, JDM fait un combat parfait. Mais il a été mis par Belal dans le jardin de JDM, tu vois. Et ça, je Alors, comprends pas. Alors, je suis d'accord avec toi. Alors, pour répondre à tes deux questions, d'abord sur le catch control, moi très rapidement, et ça a été l'un des facteurs du combat et qui moi m'a surpris, mais dès le début, c'est je pense que Belal lui-même a été surpris par le gabarit et la puissance de JDM. Moi, j'imaginais C'est possible. avant le combat, j'imaginais un JDM, tu sais, bah, il est plus grand, donc beaucoup plus fin, et un Belal plus ramassé, plus pitbull. Et en fait, tu as vu le molosse que c'était JDM dans la cage. Il était, C'est je à moins de pense. 84 tous les jours, hein. Ah, mais c'est incroyable! Et je pense, il a fait un travail, une prépa physique exceptionnelle, vraiment sur ce combat, qui ne lui a en rien fait perdre. Il a pris de la masse, mais il n'a en rien perdu de sa vivacité. Et je pense que Belal, juste, n'en a pas été capable. Quand il était en catch control, ben, il n'y avait pas de contrôle, justement. Il y arrivait juste pas. Et pour répondre à ta deuxième interrogation concernant le striking, les erreurs, je pense que là, le gouffre est juste abyssal entre les deux. Ce que fait Belal, comme tu dis, c'est correct. Mais JDM, c'est juste, mais c'est je ne sais combien de niveaux au-dessus. Et pour appuyer ce que tu dis, quand tu dis qu'il sait à la fois boxer en agression et en contre, moi j'ai envie de te dire qu'il peut boxer à toutes les distances. Il est aussi bon dans la poche qu'à mi-distance qu'à distance. Et juste au bout d'un moment, moi j'ai vraiment Exactement. l'impression d'un combat où Belal, rapidement, il n'a eu aucune solution. Il avait aucune solution. Il était dépassé en
tout. Enfin, en quasi tout, en puissance, en gabarit, en striking. Et euh, la zone où il aurait pu être au-dessus, ben, il n'arrivait pas à imprimer sa supériorité, à savoir la lutte. Donc, Bah ouais, mais alors pour le coup, je me permets juste, je t'en prie. il y arrivait pas, mais moi je trouve qu'il a surtout presque pas essayé, tu vois. Ouais, mais pour moi, C'est alors ça, pour moi, qui me moi, pose problème. non, absolument, je me trompe peut-être complètement, mais pour moi, j'ai senti très tôt dans le combat une impuissance de sa part. Vraiment, Tu une vois, impuissance. mais Rab, il est capable d'envoyer 40 tentatives de takedown, il s'en bat les couilles. S'il en met Mhm. 4, il s'en fout, mais il les retourne. Ouais, c'est pas, ouais, Qu'est-ce c'est que c'est vrai, que ouais, cette t'as pas faillite faux. mentale de vouloir devenir l'ami du peuple là en voulant aller à la bagarre? Mais Ah mais depuis quand le public doit régir ta stratégie? Enfin, enfin, je trouve ça presque amateuriste en fait, quoi. mhm. Ah, peut-être effectivement que l'ego a joué, qu'il y a peut-être effectivement il y a eu une faille mentale qui fait que c'est possible. C'est possible. Mais moi je te dis très tôt dans le combat, dès le round 2, dès la moitié du combat, tu vois où ça va aller, je trouve. Ouais, Tu vois, parce que JDM, il est dans sa zone, il déroule, il exactement. déroule. Et je ne l'ai jamais senti en danger, pas une seule fois. On parle de Belal quand même. Tu vois, c'est le Ouais, après il lui a jamais. donné le change, Belal, quand même. Il lui a donné le change. Ouais, De mais bon. je n'ai jamais eu peur pour JDM. Mm. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? pareil. Alors que par contre, Belal s'en est pris de bonnes, hein. En contre, il a marqué, enfin, à la fin du combat, il s'en prend des sévères, hein. JDM, il a fait un combat, honnête, je vais pas dire tranquille, mais je pense que c'est pas son plus dur combat, paradoxalement. Tu vois, contre Ouais, Burns, ça mesure en tout cas. ouais, absolument. Mm. Ô Mais combien parce plus que pour moi, compliqué. Belal lui a laissé se mettre dans cette situation-là. Ah ouais, Donc, ouais. C'est pas la bonne stratégie. Après, JDM fait un beau champion. En effet, le cinquième round est complètement. Par contre, le cinquième round, vraiment, je le conseille à tout le monde. Il était fou le round. Et même le combat d'ailleurs est très cool. oui, absolument. Euh, Belal, je sais pas si t'as vu, mais en dehors de la pommette qui est bien ouverte et de l'œil tuméfié, il y a aussi une lèvre ouverte. Il nous a fait une Jairzinho contre Overeem, JDM. Ah Il a bah, la lèvre supérieure qui a explosé. Dégueulasse. tu sens le JDM, ça frappe fort, hein. En plus Ouais. du. Et les deux, alors on a beaucoup parlé du menton de Belal, mais JDM pareil, hein. On est sur des portes blindées les deux, hein. Putain, ça prend des coups, hein. Ça prend des coups, mais ça bronche pas, hein. Impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Et le cardio de JDM, je crois que t'en as déjà parlé, mais le cardio aussi est monumental. Parce qu'avec tout ce qu'il a envoyé, tout ce qu'il a pris, 200 frappes significatives en 5 rounds, hein, pour JDM. Contre Et 130, puis je crois, un truc comme ça. là, tu vois, pour le coup, je serais plus enclin à croire cette stat, enfin, qui me semble plus Oui. crédible que d'autres. Et, Mm. euh, et puis, dans la cage, je sais pas combien il pesait, mais il n'était pas 77. Il faut la bouger, sa carcasse, hein, pendant 5 rounds. Et il l'a fait Ah, sans ça a souci, bien taffé, hein. sans baisse de rythme et tout. Non, non, franchement, tu sens que vraiment, moi, j'y vois vraiment la victoire, en plus du reste, de l'intelligence, tu vois, dans le sens où tu sens que c'est un combat qui a été préparé de main de maître. Vraiment, Tout à fait. vraiment. Tout à C'est, fait, tout à c'est, fait. euh, et vraiment chapeau. J'ai beaucoup de respect pour l'intelligence et là, ben, je respecte beaucoup JDM et sa team. Tout à fait d'accord. Dernière chose avant de conclure ce podcast, mon cher Lionel, Islam qui monte de catégorie pour prendre JDM, tu t'es chaud ou pas? Pas du tout. Ah, ça m'excite pas du J'en tout. étais Ah sûr. ouais, non. Ah non, mais moi je rêve d'un Islam Topuria, c'est le combat que je veux. Et maintenant j'ai envie de voir JDM contre Shafkat, contre Gary, enfin bah, qu'on fasse les combats qui en welter. Bon sang, il y a Ouais. suffisamment de combattants legit. On est à l'aube où on est au milieu justement d'une nouvelle, de nouveaux combattants qui arrivent. L'ancienne garde part et c'est pour mettre Maratchev au milieu. Ah non, non, je sais pas, Maratchev, il a d'autres choses à faire en léger. Non, j'aime pas. J'aime pas. Ouais. Surtout qu'on verrait ça comme une fuite étant donné que Topuria arrive et qu'il a toujours pas combattu de Saroukian qui sont finalement les deux combattants les plus forts de la catégorie et que Absolument. Makhachev a battu mine de rien deux fois un phaser. Complètement. Ouais. Enfin, tu vois, la narrative me plaît pas non plus Oui. pour Islam. C'est Ah un non, mais trop grand champion pour qu'il y ait des gens qui remettent en cause absolument. sa legacy. Ça me fait chier à l'avance. Ouais, absolument. Mais d'un autre côté, les faits sont là aussi. Donc, Ah donc mais grave, grave. Mais je le pense aussi, je suis d'accord avec ça, c'est pour ça que je veux qu'il reste pour l'instant.
Ouais, absolument, mais je suis tout Mais à ça fait me fait d'accord. chier qu'on le décrédibilise pour ça, tu vois. Ouais, ouais, mais je En suis dehors d'accord. du fait, t'as le jugement qui va derrière. Absolument. Non, mais personne n'est gagnant, je trouve, dans tout ça. Ouais. Ouais. Ouais, JDM, tu lui mets Makhachev dans les pattes directes. Laisse tomber. Sachant que t'as, ouais, comme tu dis, t'as Yann Gary, t'as Rakhmonov. Rakhmonov, pourquoi tu le mets au banc des prévenus, Rakhmonov, il a fait quoi à part s'être blessé? Ouais, ouais, non, non, c'est des trucs. Pourquoi tu l'évinces d'un seul coup? Ouais, ouais, non, Ça n'a aucun sens. Enfin bon, le plus important reste quand même que Colby Covington est très loin de ces conversations aujourd'hui et ça fait plaisir. ouais, Mon cher très Lionel, je n'ai amplement. plus qu'à te remercier. Ben, merci à toi, comme d'habitude, de ton animation 5 étoiles. Merci beaucoup, mon cher Lionel. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés sur YouTube, ici même. Toi qui me regardes à la caméra, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, tout ça. Enfin bref, vous connaissez ça par cœur. Je vais pas vous le saouler avec ça, mais pensez-y, c'est important, ça nous donne de la force. Et merci encore pour vos super messages et pour vos écoutes et votre plaisir de nous écouter. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, que ce soit avec des formats nouveaux, qui pour certains sont encore à découvrir et encore à tourner. Et puis bien sûr pour de nouvelles aventures de preview débrief. Merci à tous, ciao!